Dans le calme de la nuit, la ville d'Acrolais est silencieuse et immobile. Nichée à côté du village des vampires, cette ville voit peu de voyageurs franchir ses portes. En pensant au fait que cette ville est en lambeaux, le protagoniste entend un homme parler des rumeurs qui entourent le village des vampires, qui affectent aujourd'hui la ville en ruine et ses habitants. Il entre dans la boutique avec sa cape à capuche et demande aux gens qui parlent de l'itinéraire à suivre pour se rendre au village des vampires. Il lui demande s'il est chasseur de vampires, mais à leur grande surprise, il ne laisse pas. C'est un nécromancien, Randall. Randall s'est vu confier une mission spéciale, enquêter sur le village des vampires, et découvrir si les rumeurs sont fondées et si le village est toujours utilisé par une entité qui projette d'attaquer les humains. On dit que les morts-vivants utilisent le village abandonné comme base. C'est plus qu'une simple quête. Pour lui, c'est un voyage à la découverte de soi, une chance de découvrir la vérité derrière la mystérieuse transformation de ses pouvoirs. Autrefois humble dompteur, il se retrouve aujourd'hui à manier la magie noire d'un nécromancien, et il ne pourra trouver le repos tant qu'il n'aura pas compris pourquoi. Un rugissement retentit dans l'air dès qu'il atteint le village, attirant son attention. Il tourne son regard vers la source de l'agitation et découvre deux êtres colossaux. L'un d'eux est Ray, un esprit loup féroce avec une corne unique dépassant de son front. L'autre est Ace, un puissant esprit minotaure. Ces créatures sont ses familiers. En tant qu'ancien dompteur, il peut encore comprendre leurs rugissements et communiquer avec eux. Il a soudain l'impression que quelque chose d'étrange se passe. Il se retourne et voit une bande de morts-vivants qui s'apprêtent à l'attaquer. Ray et Ace sautent devant lui et de découper tous les morts-vivants en morceaux. Sans se soucier de leur force, il regarde la pile de morts et ne peut s'empêcher de se sentir mal pour eux. Il se met à genoux, joint sa paume et prie pour eux. Immédiatement, il entend une voix qui le félicite d'avoir réussi à utiliser des nécromanciens. De plus, il découvre la nouvelle force qu'il s'est forgée en accomplissant son rituel. Confus, il regarde ses familiers, qui lui disent que les nécromancies peuvent être utilisées sur les morts. Il essaie de conjurer une large zone de contact et commence à faire de la nécromancie. Les résultats montrent une amélioration des statistiques, l'acquisition de nouvelles forces telles que la tolérance à la douleur, la récupération du sang, la régénération et la résistance physique, ainsi que l'amélioration des forces de ses familiers. Ravi, il regarde à nouveau et constate qu'il a acquis la flamme blanche et la foudre comme compétences supplémentaires. Il est ravi de savoir que ces compétences sont les mêmes que celles utilisées par les sages. Il se rend vite compte que son pouvoir a changé et s'est amélioré, passant du statut de dompteur à celui de nécromancien, qui peut voler les capacités des morts et tuer efficacement une personne vivante. Il commence à penser que la magie n'est peut-être pas nécessaire pour exercer les vampires. Ses pensées sont interrompues par la voix d'une jeune fille qui se tient derrière lui, avant qu'il ne puisse réagir. Elle lui entaille le bras d'un coup de balancier. Il avait tué ses familiers, et maintenant elle est là pour le faire payer. Le rayon familier de Randall saute pour l'attaquer. Il tente de l'arrêter, mais il est trop tard. Elle s'élance vers l'avant et le fait tomber au sol dans un fracas retentissant. Rapidement, Lass se dirige vers lui, mais elle le renverse sans effort. Les nouvelles compétences de Randall l'empêchent de ressentir la douleur, mais elle est trop forte pour être vaincue. Elle se tourne vers lui et le jette sur des rochers déchiquetés. Elle commence à se rapprocher de plus en plus à ce moment-là. Il ne pense qu'à sa survie, car il a perdu trop de sang, et il lui suffira d'un nouveau coup pour l'achever. Au milieu de tout ce chaos, Randall se souvient qu'il a acquis deux compétences uniques et puissantes. Il vise la fille puis crie « White Inferno », et une spirale blanche éblouissante apparaît et fonce sur la fille. Mais cela ne sert à rien. Elle semble s'en être sortie indemne. La fille se tient debout, souriant devant lui, se moquant de lui et de ses compétences. Il se lève et fait jaillir des éclairs du ciel. Dans un fracas soudain et assourdissant, un éclair la frappe, illuminant la nuit sombre et orageuse. Randall tombe à nouveau à genoux, complètement vidé de son énergie. Il lève les yeux en espérant que sa technique ait fonctionné, mais ce n'est pas le cas. Elle se tient devant lui et le regarde dans les yeux. Elle est impressionnée. Elle lui propose d'être son géniteur. Perplexe, il la regarde, voyant son expression. Elle continue et se présente comme le seigneur du sang pur qui est prêt à le prendre comme géniteur. Randall commence à penser que c'est peut-être la seule façon pour lui de survivre puisqu'il ne peut manifestement pas la vaincre. Il commence à réfléchir à l'offre et lui demande s'ils doivent passer un contrat de sang pour devenir son gène. Elle acquiesce. Il s'enquiert ensuite des conséquences de la conclusion du contrat. Elle lui répond qu'elle ne sait pas puisque c'est sa première fois. Il lui adresse un faible sourire, puis lui demande son nom. Et Myriam, le seigneur des sangs purs, lui dit-elle. Il lui dit qu'il a une proposition à lui faire. Curieuse, elle l'interroge sur la demande en mariage, mais avant qu'il ne puisse parler, elle utilise ses compétences pour lui rendre son bras.
Pendant une fraction de seconde, Randall pense aux conséquences. Si elle s'avère être le vampire qui complote contre l'humanité, cela le mettra dans une position difficile. Mais d'après ce qu'il a observé auparavant, il suppose qu'elle ne possède aucun mal. Il prend un risque et lui demande d'être son ami. Après avoir entendu cela, son visage se fige. Randall demande si cela signifie non, mais elle baisse les yeux avec une expression craintive et lui dit qu'elle a peur. Elle a peur des humains. Elle sait que les vampires sont incompatibles avec l'humanité et, bien qu'ils n'aient pas encore fait de mal aux siens, elle ne peut se défaire de l'idée qu'ils sont dangereux. C'est pourquoi elle lui a proposé d'être son génie, car un génie ne peut pas la trahir, puisqu'ils sont liés par le contrat. Il propose d'utiliser sa nécromancie pour créer un contrat avec elle, afin qu'ils soient tous deux égaux. Elle accepte, et il continue en disant que c'est Randall, mon nom. Elle l'accueille avec un sourire, mais son nom lui fait mal au cœur. Elle se débarrasse de cette pensée et s'assoit avec lui. Randall l'invite à se joindre à lui dans ses aventures, et sans hésitation, elle accepte avec empressement. Elle demande quelles sont les conséquences de l'utilisation de la nécromancie pour établir le contrat, mais Randall lui-même n'est pas sûr, car c'est aussi sa première fois. Elle lui dit qu'elle a décidé d'attendre avant de faire de lui son Janus, car il s'agit d'un lien indéfectible, et le briser signifie la mort. Il commence à douter de lui-même, car il pensait que devenir un génie ne poserait pas de problème s'il passait également un contrat. Mais maintenant, il remet en question ce motif, car il pense qu'il voulait simplement être là pour elle. Il se lève et lui demande de l'accompagner à la guilde pour qu'il l'inscrive comme aventurière. Il l'informe également que la guilde compte beaucoup d'humains. Mais elle le regarde et lui dit que c'est bon puisqu'elle l'a. Randall la regarde en souriant et ils partent pour une nouvelle aventure. Le vent commence à souffler fort, le temps commence à se gâter. Randall suggère qu'ils restent dans une auberge pour la nuit, car il ne leur sera pas possible de s'en sortir. Randall revient et les informe qu'il n'a pu obtenir qu'une seule chambre pour eux deux. Elle lui assure que tout va bien et se demande où sont passés ses familiers. Randall sort une petite bouteille et lui dit que les esprits sont à l'intérieur. Il s'assoit sur le lit quand Myriam lui rappelle qu'ils n'ont pas encore formé le contrat en utilisant la nécromancie et suggère qu'ils le fassent tout de suite. Randall accepte et commence son rituel. Une fois le rituel terminé, il examine ses compétences et est stupéfait par l'ensemble de compétences nouvelles et uniques qu'il a acquises en partageant leurs compétences respectives. Myriam semble ne pas comprendre ce qui se passe. Randall lui explique que la nécromancie les a amenés à partager leurs compétences respectives. Myriam lui fait un geste bizarre et lui dit qu'elle n'a jamais vu ou entendu parler d'un nécromancien. Randall répond qu'il est passé d'un niveau de dompteur à un niveau de nécromancien. Il est passé de dompteur à nécromancien. Ce qui choque encore plus Myriam qui lui demande à nouveau s'il était dompteur. Randall se dit qu'il doit tout lui dire maintenant qu'ils vont travailler ensemble. Il commence à lui parler de son passé. L'époque où il n'était qu'un simple bagage pour sa fête. Un dompteur de bagages. Il ajoute que son travail consistait à soigner et à apprivoiser l'esprit, qui était parfois raide, et qui avait l'habitude de rester avec lui dans les écuries. À cette époque, il n'était pas d'une grande utilité pour le parti, et n'était jamais invité aux réunions, ce qui le rendait triste. Un jour, il a entendu les membres de son groupe se disputer pour le garder dans le groupe. Le chef de nuit n'était pas favorable à son maintien. Il est également agacé par les aboiements de Ray. Les autres membres, la prêtresse Kella, le magicien Mael et le chef Fado, n'ont pas été aussi prompts à le mettre de côté. Ils savaient qu'en dépit de ses défauts, Randall possédait encore des compétences précieuses, essentielles à leur mission. Ils ont fait valoir qu'il est toujours utile au parti, car il ne peut accomplir qu'un certain nombre de tâches. Agacé par la discussion, Loïc retourne dans sa chambre. En chemin, il crie à Randall et le met en garde contre Ray. Les autres membres prennent également congé, car ils ont une quête à accomplir dans le donjon des tueurs de Dieu dans la matinée. Randall ne peut s'empêcher d'être triste car il pensait avoir fait du bon travail. Il pense à la différence entre ses membres et lui, car il n'est pas capable de se battre avec eux. Il manque de compétences. Ray le réconforte et détend l'atmosphère de Randall. Le lendemain, le groupe part à la recherche d'un donjon tueur de Dieu où personne n'a jamais mis les pieds. Randall les accompagne avec leurs bagages sur le dos, et on lui rappelle à plusieurs reprises qu'il doit suivre le rythme. Une fois arrivé à destination, il rappelle à tous de ne pas se laisser distancer. Randall pense qu'il s'agit de sa dernière quête avec le groupe et y entre. Des monstres surgissent des murs et les attaquent de toutes parts. Fatal rappelle à Randall que son travail consiste à garder les yeux ouverts et à les informer des attaques qui se préparent. Loag recommence à se moquer de Randall en le rabaissant sur son inutilité apparente. Lorsque Randall crie et informe Fatal de l'attaque par derrière. Fatal regarde derrière lui et, avec son épée, les coupe en deux d'un seul coup. Soudain, ils se retrouvent encerclés par une horde de monstres. Sans échappatoire en vue, ils sont acculés au pied du mur. Randall commence à penser qu'il n'y a plus d'issue.
C'est alors que Ray entre en action, se jetant courageusement devant la monstrueuse créature et plantant ses dents dans sa chair. Randall sent quelque chose. Il se retourne et avertit Loïc de l'attaque par derrière. Loïc se retourne et les sépare, mais il ne semble pas heureux que Randall l'ait informé trop tard. Kella pousse un cri lorsque sa main touche le mur empoisonné. Loag se retourne vers Randall et lui reproche de ne pas avoir su voir un piège aussi facile. Randall court vers Kella en prenant l'antidote pour sa main, mais il est arrêté par Mail qui l'a déjà pris en charge. Randall se sent inutile et honteux, et Loïc ne lui facilite pas la tâche. Alors qu'ils poursuivent leur route, Fatal leur propose de changer de formation. Loag et Mel se mettent en couple, tandis que Fatal se met en couple avec Quella qui la protège et la garde en réserve. Randall reste avec Ray et ils progressent tous les deux dans l'équipe. La fête semble s'être arrêtée. À leur grand choc, ils se trouvaient devant 5 Minotaures, qui étaient le boss de l'étage du donjon des tueurs de dieux. La peur et l'impuissance poussent Fatal à donner l'ordre de se retirer, ce à quoi Loag s'oppose, mais il n'y a pas d'autre moyen de sauver leur vie. Ils ne peuvent pas lutter seuls contre ces créatures gigantesques. Ils s'élancent à la vitesse de la lumière pour sauver leur vie. Randall, quant à lui, semble avoir des difficultés à courir. Malgré sa respiration haletante, il tente de converser avec Fatal, pour se voir rappeler sévèrement que la responsabilité des bagages reposait uniquement sur ses épaules. Kella et Mel crient après Fatal pour avoir dit de telles bêtises. Randall leur rappelle qu'il est impossible de courir avec cette charge pour lui. Loag appelle Mel et lui demande de perdre certaines choses pour réduire le poids. Mais elle se heurte à un silence de sa part. Il crie que quelqu'un doit se sacrifier pour que les autres l'aiment. Fatal regarde Randall avec des yeux froids et morts, et Loag s'exclame qu'ils ont la personne parfaite pour cela. Mel et Kella les regardent avec incrédulité. Kella essaie de l'empêcher de dire de telles choses, mais Loïc lui demande si elle peut se sacrifier pour Randall. Son visage devient blanc de peur et elle reste silencieuse. Randall se retrouve en difficulté. Ils sont prêts à lui servir d'appât pour se sauver eux-mêmes. Randall sait qu'il doit faire quelque chose pour sauver sa vie. Il court vers Fatal et lui dit que s'il peut perdre seulement quelques bagages, il sera sauvé. Fatal le regarde et, d'une voix froide, lui révèle qu'il avait l'intention de l'exclure du groupe après cette quête, mais qu'il peut encore faire quelque chose. Randall écarquille les yeux de confusion en regardant Fatal, mais il a un sourire diabolique sur le visage alors qu'il attrape son épée. Dans une tentative désespérée pour se sauver, Randall appelle Ray à l'aide, mais il est trop tard. Fatal dégaine son épée et la brandit vers lui. Le cœur de Randall bat dans sa poitrine tandis qu'il se prépare à recevoir le coup d'épée, mais à sa grande surprise, la lame n'a pas transpercé sa chair. Au lieu de cela, elle s'est arrêtée juste à côté de sa poitrine, le laissant indemne. Fatal le tient sur la pointe de son épée. Randall regarde Fatal, qui lui dit de se sacrifier maintenant pour qu'on se souvienne de lui comme d'une légende qui leur a sauvé la vie à jamais. Fatal quitte Randall et s'enfuit. Randall est assis sur ses genoux, toujours incapable d'accepter le fait qu'ils l'ont tous laissé mourir là. Mais avec le recul, il se rend compte qu'aucun d'entre eux ne s'est intéressé à lui dès le départ. Ils voulaient juste se débarrasser de lui, et son travail ne signifiait rien pour eux. Il accepte alors son destin et est prêt à mourir et à se reposer parce qu'il n'en peut plus. Il baisse la tête et se prépare à l'inévitable. Les menaçants Minotaures se profilent au-dessus de lui, prêts à frapper, mais au moment où il s'apprête à bondir, un mouvement flou attire son attention. C'est Ray, son fidèle compagnon, qui saute sans crainte dans la mêlée pour protéger son maître. Il les mord, il gratte leur peau avec sa patte et les poignarde avec sa corne, mais cela ne semble pas fonctionner. Les Minotaures sont trop forts et, à chaque fois, ils projettent Ray sur le sol avec un fracas retentissant. Randall hurle pour que Ray s'arrête. Il le supplie d'arrêter, et les larmes coulent sur son visage, alors qu'il supplie son ami de se sauver et de ne pas tout risquer pour lui. Il le supplie d'arrêter et de s'enfuir, mais Ray ne l'écoute pas. L'un des Minotaures saisit Ray par le cou et le jette à terre. Randall supplie le Minotaure d'arrêter de hurler de peur. Le Minotaure sort sa hache et déchire Ray. Un flot de souvenirs traverse l'esprit de Randall, qui se souvient que Ray était toujours à ses côtés, le réconforter et être le meilleur compagnon. Il court vers le corps de Ray et s'assoit en pleurant à chaudes larmes, lorsque le Minotaure lui balance sa hache et qu'il la regarde avec des yeux pleins de larmes. Malgré le danger, il fixe l'arme avec des yeux pleins de larmes, se réjouissant presque de la possibilité de retrouver Ray. Au milieu du déchaînement du Minotaure, une attaque féroce s'abattit sur lui. Quelque chose le déchiquetait avec une grande force. Lorsque le regard de Randall s'est levé, il a vu un spectacle à couper le souffle. Ray, avec une lueur féroce dans les yeux, était engagé dans un combat acharné contre celui du Minotaure. Il regarde le corps de Ray en se demandant comment cela est possible. Ray est là, à côté de moi, immobile.
Il lève à nouveau les yeux et découvre Ray devant lui, après avoir vaincu les Minotaures. Il entend une voix étrange qui lui dit qu'il a rempli les conditions de la nécromancie et qu'il a acquis les pouvoirs de Ray et du Minotaure, ce qui lui a permis d'améliorer son statut ainsi que celui de son familier Ray. Il regarde Ray n'en croyant pas ses yeux, qui se tient devant lui. Il remarque que l'apparence de Ray est devenue transparente et qu'il peut maintenant flotter dans l'air. À part cela, Ray semblait satisfaite et joyeuse. Il se rend compte qu'il comprend mieux les sentiments de Ray et se demande si c'est à cause du pouvoir de nécromancien qu'il a obtenu auparavant. Il se met à gémir en sachant que Ray est mort à cause de lui, mais il est quand même fier d'avoir pu sauver son maître et de le conserver même dans l'au-delà. Il s'incline devant Ray pour le remercier de sa contribution. Après le carnage, Randall se tient devant les corps immobiles de Minotaur et de Ray, se demandant ce qu'il va faire d'eux. Il ne peut certainement pas les abandonner. En réfléchissant à sa situation, il se rend compte que laisser les choses dans l'état n'est pas une option. Alors qu'il se tenait là, perdu dans ses pensées, son esprit revint sur la voix étrange qui lui avait parlé auparavant. Elle prétendait qu'il avait absorbé le pouvoir du Minotaure et de Ray. L'idée lui vint que s'il pouvait invoquer Ray, il pourrait peut-être aussi invoquer le Minotaure. Il pose sa main sur l'une d'entre elles, et dans un souffle, un Minotaure géant se dresse devant lui. Il est stupéfait de le voir. Il donne un coup de poing au mur, et il laisse une énorme fissure. Il se rend compte qu'il a absorbé les pouvoirs des Minotaures. Mais ceux-ci ne semblent pas avoir perdu leur pouvoir, même sous cette forme. C'est comme s'ils avaient partagé leur pouvoir avec lui. Plutôt que de l'absorber entièrement, son attention est à nouveau détournée vers les corps qui gisent à plat sur le sol. Il commence à réfléchir à des moyens de les transporter, et c'est alors qu'il entend à nouveau cette voix étrange qui lui dit qu'il a acquis une nouvelle compétence, le cercueil de l'esprit des morts, qu'il peut utiliser pour conserver les corps de ses familiers. Après avoir rangé les corps, il commence à penser que cette petite chose peut également contenir ses bagages. Il entend bientôt un rugissement. Le Minotaure le regarde, et Randall est en état de choc après avoir découvert que le Minotaure portera ses bagages à sa place. Il le remercie et commence à réfléchir à un nom. Il l'appelle Ace, en donnant au Minotaure le nom de sa rose, ce qui le rendait plus fort. Il est passé du statut de dompteur à celui de nécromancien. Ravi, il commence à penser à toutes les possibilités qu'il pourrait avoir avec ses familiers. Pendant ce temps, le groupe qui a abandonné Randall est toujours à l'intérieur du donjon en train de combattre des monstres. Les défis qu'ils doivent relever leur rappellent Randall, comment il a pu les informer des attaques et leur être utile. Tout le monde commence à ressentir son absence. Le fait d'entendre le nom de Randall à plusieurs reprises fait perdre la tête à Fado. En colère, il charge les monstres en pensant à Randall. Il se souvient du passé où tout le monde aimait Randall et où il était le centre d'attention grâce à ses compétences et à ses connaissances. Il a appris tout ce qu'il sait de Randall, mais il n'a pas réussi à le surpasser. Une fois le parti formé, il s'est assuré de dissimuler les talents de Randall aux autres. Il lui confie les tâches les plus pénibles et le tient à l'écart des projecteurs. La colère bouillonne en lui. Sa rage est incontrôlable alors qu'il se retrouve à nouveau devant lui, l'empêchant d'être le héros. De l'autre côté, Randall atteint un endroit où se trouve le trésor. Son serviteur laisse entendre qu'il porte la cape de Yomi. Au fur et à mesure qu'il le porte, sa capacité d'absorption et d'évolution augmente, ainsi que la force de son nécromancien. Une capacité de renforcement des familiers permet également d'améliorer ses serviteurs. Il peut également rendre ses familiers invisibles. Il prévoit donc de l'utiliser pour l'as, car les gens pourraient être effrayés de le regarder et de laisser Ray s'apaiser avec lui. Il regarde maintenant la boîte où se trouvent l'épée et les vêtements des membres de son groupe. Ses sous-fifres grognent pour les oublier. Il fait savoir qu'il se rendra à la guilde pour annoncer sa démission. Il est également ravi de voir leur visage lorsqu'il leur rend visite. Dès que Randall entre dans la guilde, tout le monde est déconcerté. Il ne s'attend pas non plus à une attention aussi héroïque. La main de Nina est également splendide pour le voir. Elle ne sait rien des événements qui se sont produits dans le bâtiment et veut donc écouter. Randall met Fado dans un état de stupéfaction totale, révélant qu'il a vaincu à lui seul les 5 Minotaures. Lloyd tente de ridiculiser la mort de son larbin Ray, mais il en vient directement à dire qu'il quitte leur parti et qu'il va rapporter les mésaventures de la guilde. Lloyd lui prend la main et discute pendant un moment, mais Randall est plus calme que jamais. Il a repoussé Lloyd à la seule force de sa main. Lloyd s'énerve et repousse Randall d'un coup de pied. Fado ordonne à Lloyd d'arrêter le combat. Lloyd se produit Randall de la mésaventure s'est produite contre les maîtres d'étage. Mail interrompt que Lloyd est responsable des blessures subies par Kella et l'avant-garde. Kella répond humblement qu'elle est très bien maintenant. Randall lui donne une robe complexe qui peut l'aider à soigner sa blessure. Fado est stupéfait de voir une robe sortir de nulle part. Kella s'aperçoit que cette robe est meilleure que celle de son église sacrée.
Le courrier révèle que cet artefact est la récompense pour avoir vaincu le boss de l'étage. Hasty Lloyd y voit l'occasion d'extorquer tous les artefacts à Randall. Il met en cause Randall pour sa soi-disant impuissance et réclame tous les biens qu'il a obtenus. Fado avertit à nouveau Lloyd que ce n'est pas la bonne façon d'exiger. Lloyd l'ignore et saisit Randall par le col. Certains saisissent Lloyd et l'élèvent au-dessus du sol. Tout le monde est choqué de voir le Minotaure à l'intérieur de la guilde. Randall leur parle du Minotaure qu'il a tué et qui est devenu son compagnon. Il fait signe à son larbin de relâcher Lloyd. Et en ce qui concerne le trésor, Randall n'a besoin de rien d'autre que de la cape qu'il porte déjà. Il demande également à Nina-san de répartir les cadavres de Minotaures restant entre eux. Nina-san est d'avis que Randall a l'autorité sur tous les trésors et sur les Minotaures puisqu'il les a vaincus seul et qu'il n'y a aucune preuve qu'il ait causé des dommages à la fête. Comme tout le monde renonce à récupérer les bagages à partir de maintenant, ils devront acheter ces articles auprès de la guilde. Ided Lloyd commence à maudire Nina-san et suggère de s'emparer de tous les biens par la force. Mais Fado l'interrompt à nouveau. Il constate qu'ils sont fauchés comme les blés. Comment peuvent-ils payer les marchandises? Nina-san répond que vous avez maintenant compris comment les choses vont se passer. Elle dit à Randall qu'il peut mener le processus d'annulation de la fête et d'enregistrement en solo où il le souhaite. Lloyd, d'humeur coléreuse, saisit à nouveau Randall par le collier et lui demande pourquoi il n'a pas vaincu les géants plus tôt afin que personne ne soit blessé. Mais en regardant Ray, il s'effraya car la tâche devenait plus ardue que jamais. Tout le monde autour de lui a commencé à se moquer de lui parce qu'il se comportait comme un chat effrayant. Cela l'a poussé à se battre plus que jamais. Je parie que vous savez ce qui va se passer. Le chef du parti, Fado, lui demande à nouveau de s'arrêter. Mais heureusement, Lloyd s'arrête et Fado informe Randall que ce que Lloyd a appréhendé est vrai. Pourquoi vous ne nous l'avez jamais dit? Vous avez mis nos vies en jeu. Randall constate que le fait de me blâmer sans même m'écouter vous a fait souffrir. Nina-san ajoute que tout le monde écoutera Randall pour déterminer qui est en tort. Fado refuse de donner sa version des faits. Nina-san cesse de parler. Ils l'ont mal informé en lui disant que Randall lui-même avait été forcé de sacrifier sa vie à l'étage du boss. La réalité est que Randall s'est mis en avant dans toutes les situations, même si vous avez encore mal informé la guilde à ce sujet. Elle ajoute qu'il pourrait être inscrit sur une liste noire, ou bien leur statut de rang S pourrait être annulé par la guilde en raison de leurs actions. Lloyd et Fado sont tous deux choqués, parce qu'elle parle de la prime sur leur tête pour avoir trompé la guilde. Tous restent sans voix, car la guilde lance une enquête approfondie sur ces accusations. Mais alors que Nina-san et Randall tentent de partir, Kella et Mail demandent à Randall de les laisser rejoindre son équipe. Mail en déduit que Lloyd a déformé le comportement de commandement du groupe et qu'ils se trouvent dans une situation où leur identité d'aventurier pourrait être en danger, en plus de leur statut de rang S. Fado les réprimande lorsqu'ils lui préfèrent Randall comme chef. Randall réfléchit à ce que Mail propose d'abord de l'utiliser comme appât en reconnaissant le danger. Fado et Lloyd ont toutes deux de fortes chances d'être punis. Par conséquent, ces filles essaient simplement d'échapper aux problèmes comme elles l'ont fait auparavant. Randall refuse de les accompagner. Kella est désolée, mais cela ne sert à rien. Randall et Nina-san se dirigent vers le bureau, où elle lui donne un sac de pièces et un livre pour abolir ses compétences de nécromancien. Elle constate en outre que la guilde l'a toujours considéré comme l'entité centrale du parti. Avant la mort de Ray, il ne se considérait que comme un dompteur et un convoyeur. Il devine donc que Nina-san est sarcastique à son égard. Nina-san l'informe de sa capacité unique à diriger son groupe tout en portant les bagages. Son parti n'aurait jamais pu atteindre le rang S sans lui. Nina-san s'excuse également de ne pas avoir réagi plus tôt, car elle connaissait les intentions de Fado-san de l'exclure de la fête. Randall n'est pas au courant de ces événements. Nina-san nous informe que la guilde souhaite qu'un groupe de rang S réside en permanence à cet endroit pour contrer les menaces provenant du territoire du Margrave. Elle lui propose de prendre la tête d'un groupe composé de membres autres que Kella et Mail. Randall veut partir seul à l'aventure, mais à la demande de Nina. Il accepte de réfléchir à l'ajout de quelques personnes pour organiser une fête pour la guilde. Cependant, il n'accompagne jamais personne jusqu'à aujourd'hui, où il raconte toute son histoire à Miram. Miram en conclut que le voyage doit être épuisant pour Randall. Mais Randall dit qu'il est heureux de partir à l'aventure et de vivre en homme libre. Miram se moque de lui en lui disant que son bonheur est même renversé à cause de sa compagnie. Ensuite, elle lui dit de dormir autant que nécessaire et de se lever tôt. Mais l'histoire commence dans l'esprit de Randall, où Mail s'interroge sur son destin et Lloyd maudit Randall pour les avoir mis dans un piège. Ils sont tous déprimés à l'idée d'être mis sur la liste noire de la guilde. Fado s'agite en supportant la malice de Randall pendant un long moment. L'histoire de Randall s'arrête ici, et le lendemain, Miram et lui se rendent à l'endroit où sont morts ses premiers serviteurs, Ray et Ace.
Myram fait savoir que ces larbins ne reviendront jamais à la vie. Les serviteurs de Randall, dotés de pouvoirs familiers, sont jaloux d'une telle question. Myram comprend ce qu'elle doit faire. Elle lance sa magie sur les serviteurs, ce qui les transforme en serviteurs sauvages. Une notification apparaît, indiquant que Ray a atteint un niveau très élevé d'une espèce nommée Fenrir. Anna a également atteint le niveau d'un monstre unique. Randall est choqué d'assister à un changement aussi radical. Myram raconte qu'elle a fait fusionner leurs cadavres avec les vivants pour donner de l'énergie à leur esprit. Myram est très surpris de voir ses sous-fifres le câliner. Randall lui demande de lui enseigner certaines de ses nouvelles compétences de seigneur de la nuit et de brouillard noir, qu'il a acquises en formant un pacte avec elle. Myram craignait qu'il n'ait perdu ses pouvoirs après avoir conclu le pacte. Elle essaie donc tous ses pouvoirs et reconnaît que Randall a une part de ses pouvoirs. L'un des attributs utilisés par Myram est la magie de la nuit. La magie la plus sombre contrôlée par les commandants de la mort. Au début, elle hésite à lui enseigner des compétences aussi étonnantes, mais le considérant comme un ami, elle accepte. Tout d'abord, elle parle du brouillard noir. Il s'agit d'une capacité de défense magique qui permet de produire du brouillard, et même de se transformer en brouillard. Ainsi, aucune attaque physique ne peut affecter les vampires, à l'exception de leur faiblesse. Ensuite, elle nous informe sur la magie du Seigneur de la Nuit. Elle porte des âmes comme des chauves-souris qui provoquent des miracles comme celui qu'elle a utilisé pour guérir le bras meurtri de Randall. Il l'interroge sur sa magie de la nuit. Elle lui répond qu'il s'agit du sang du mort-vivant, qui augmente sa durée de vie. Randall affirme que de tels traits de caractère aiguisent votre instinct. Ensuite, elle induit une autre capacité magique, Nightfall Coffin. C'est la même magie que le cercueil de l'esprit des morts. Mais comme Randall utilise cette magie, il semble qu'il puisse stocker tous les éléments. Ses sous-fifres en sont jaloux, car il peut les remplacer. Mais ils sont instantanément chéris, car Randall les recherchera toujours en cas de besoin. Ils poursuivent leur voyage. En chemin, Randall demande à Myriam pourquoi la lumière ne l'affecte pas. Alors qu'elle affecte la plupart des vampires, Myriam se met en colère et avertit Randall de ne jamais la banaliser, car elle est un seigneur vampire et ne connaît pas la lumière du soleil. L'eau bénite, l'argent ou les croix l'affectent. Elle semble invincible à Randall, car elle dit que le coup d'un pieu en bois ne peut pas l'affecter. Randall montre le désir de devenir un vampire, mais elle l'informe qu'elle pourrait être sensible à la lumière du soleil. Myriam vole de ses propres ailes et part à l'aventure avec les humains. Randall est également enchanté pour avoir des ailes de vampire. Il s'envole vers la guilde sur leurs ailes. Myriam lui suggère d'apprendre les mouvements de l'ombre, qui permettent de parcourir facilement de longues distances. Elle se dirige ensuite vers le bâtiment de la guilde. Randall l'informe que cette guilde utilisée pour tuer les vampires n'est pas très en retard. Myriam demande à Randall s'il pense que la guilde peut la vaincre. Randall n'a pas douté de sa force. Ils entrent dans la guilde et les gens commencent à parler de son loup géant et de cette fille qui pourrait être la raison pour laquelle il a rejeté Mail et Quella. Myriam est impressionnée par la notoriété de Randall au sein de la guilde. Il lui dit que cela n'arrive que grâce à sa présence. Puis s'engritse les deux et interroge Myriam sur son nom. Myriam ne sait pas comment converser avec les femmes. Elle réagit étrangement en disant que la beauté de Nina Sun la force à la mordre. Randall est immédiatement intervenu et s'est excusé auprès de Nina San pour cette conduite. Il présente Myriam, sa nouvelle compagne, comme une femme un peu excentrique. Nina San est très surprise, mais elle lui demande de s'inscrire et ils évalueront ensuite ses compétences, y compris celles de Randall San. Pour lui, il est étrange que l'on doive aussi évaluer ses compétences. La guilde arrive à l'endroit où Nina San demande à Myriam d'atteindre une cible placée à une certaine distance par n'importe quel moyen. Myriam commence à chuchoter à Randall que toucher la cible avec son couteau spécial fonctionnerait. Nina San et les autres la regardent viser la cible avec une arme mortelle. On dirait qu'au lieu de protéger la princesse d'un pays, Randall en a amené une. Après avoir atteint la cible avec précision, il s'est brisé en morceaux, et tout le monde a été surpris par sa grève. Myriam et Randall tentent de faire tomber Nina San en disant que la cible doit être faite d'un matériau faible car elle bannit. Randall suggère à Nina San de donner à Myriam le même rang qu'elle. Une jeune fille nommée Luminous San apparaît et constate que la façon dont Myriam a brisé la cible est inhumaine. Randall la connaît car elle possède la compétence de mémoire appelée Holy Sword, épée sacrée. C'est un mythe car elle est de rang S lorsqu'elle part seule à l'aventure. Randall et Myriam rencontrent Luminous. Elle possède des compétences appelées épée sacrée. Elle rit et dit qu'elle est devenue très populaire. Elle leur demande de se disputer car les deux parties sont occupées. Randall répond qu'il ne sait pas ce qu'il en est pour lui, mais qu'elle est très occupée. Elle s'approche de lui avec son épée et l'attaque. Son attaque est gênante, même si elle est plus jeune que Randall. Elle lui demande s'il est prêt. Randall se demande à quel point elle est redoutable, puis elle vient à lui.
Ray et Ace viennent également lui demander de l'aide. Luminous sourit et dit qu'il est très intéressant de voir le pouvoir d'un nécromancien, mais elle disparaît soudain devant eux et attaque Ray par derrière. Ace tente de l'attaquer, mais il est plus lent qu'elle. Elle attaque alors Ray et Ace avec son épée. Tous deux se battent et l'attaquent. Elle est surprise de voir qu'ils dépassent tous les deux un rang en termes de force. Ce ne sont plus de simples minotaures. Randall apprécie la force de Ray et d'Ace. Désormais, les attaques lumineuses tentent d'attaquer directement Randall. Elle lui dit que pendant qu'il regardait à distance, ses familiers se sont battus pour lui, très lâchement. Elle lui dit de ne pas oublier que c'est son examen. Il est anxieux parce qu'il a baissé sa garde. Il est donc facile pour Luminous de l'attaquer. Il appelle Black Fog pour se protéger de son attaque soudaine. Elle est surprise de voir Black Fog. Randall est heureux d'être arrivé à temps. Luminous dit que cela signifie que Randall a une capacité intéressante, mais elle pense qu'il ne peut toujours pas répondre à sa vitesse. Elle l'attaque soudainement dans le dos. Mirim et Nina-san s'inquiètent pour lui. Il ferme les yeux. Il tient son attaque sur son bras. Il tient son épée avec sa main. Sa main saigne. Finalement, il réussit cette quête. Sur le nom de l'épée sacrée Luminous Grant, il a le droit de s'adresser à lui en tant que rang S. Tout le monde est heureux que Randall ait réussi. Ils l'apprécient et reconnaissent son talent. Enfin, il est classé S en solo. Il les remercie tous en disant qu'il se demande aussi comment il a fait. Luminous lui répond qu'il y a 100 ans qu'il l'a vaincu. Elle a déjà le sentiment que cela arrivera un jour. Nina le félicite également, c'est un exploit incroyable. Il développe des compétences supplémentaires, des super réactions et des capacités d'absorption ultrasensorielles. Randall dit que c'est grâce à Mirim, parce qu'elle lui a donné des compétences. Luminous a fait son travail. Randall la remercie. Elle lui demande de se battre à nouveau bientôt. Il est également d'accord. Ils se serrent de la main et se disent au revoir. Randall dit que c'est une bonne expérience pour lui. Elle dit qu'elle priera pour sa réussite. C'est aussi une bonne expérience pour elle. Elle dit qu'elle va maintenant aller se battre avec quelques dragons dans les environs, et Randall aussi. Tout à coup, Mirim s'aperçoit que son bras saigne encore. Elle crie à Randall de voir son bras. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il va bien. Et la blessure n'est pas si profonde. Mais elle appelle le Seigneur de la Nuit. Randall et Nina ont tous deux été surpris par son comportement et son attention. Et Nina emporte les deux avec elle. Ray et Ace se demandent également ce qui s'est passé. Randall leur dit qu'elle est un vampire et qu'elle a peur des humains. Nina comprend alors la situation réelle. Elle lui demande pourquoi elle ne lui a pas dit cela plus tôt. Elle comprend maintenant tout le scénario. Mais Mirim dit qu'elle quittera bientôt cet endroit, car elle n'a pas l'intention de les mettre en danger. Nina lui demande pourquoi elle dit soudain de les quitter. Mirim leur dit qu'il n'est pas mauvais pour elle de rester là. Mais Nina affirme qu'il n'y a aucun problème. Elle crie à Randall que plus immortellement le problème est qu'il a menti à la guilde. Elle dit que les faux rapports sont des crimes. Randall s'excuse auprès de Nina. Mais elle dit qu'elle va faire un rapport au maître de la guilde. Randall et Mirim ont été choqués de l'entendre. Tous deux lui demandent de les excuser. Mais elle a frappé à la porte. Elle entre. Ghislain est assise sur le canapé et leur tourne le dos. Mina lui dit qu'elle a amené Randall avec elle. Ghislain se lève de sa chaise et va à leur rencontre. Il dit à Randall qu'il y a longtemps qu'il ne l'a pas revu. Mirim demande à Randall qui il est. Il lui répond qu'il est le maître de la guilde. Ghislain et Randall ne s'attendent pas à ce qu'il revienne. Ghislain demande à Mirim si elle est une fille de la rumeur. Il le salue. Il lui dit qu'elle est un démon de haut rang. Elle dit à Ghislain qu'il a l'œil pour attraper les gens. Il a raison, elle est un seigneur vampire. Ghislain dit à Randall qu'il a fait venir un gros bonnet. Il lui demande également s'il est devenu son parent ou quelque chose d'autre. Mirim répond qu'il importe peu que Randall soit son parent ou non. Il est son ami. Ghislain dit que Randall s'est fait un bon ami avec les sourires de Randall. Pendant ce temps, Ghislain plie les genoux et dit qu'il doit dire quelque chose. Il lui demande pourquoi il est devenu si sérieux tout à coup. Il s'excuse auprès d'eux et leur dit que s'il était plus compétent, les choses ne se passeraient pas ainsi. Randall dit qu'il n'est pas nécessaire de s'excuser, mais il leur demande de le laisser s'excuser pour tout ce qui s'est passé. Randall demande surtout que certains problèmes ne surgissent pas après cet incident. Mina verse du thé dans une tasse, et Ghislain leur demande de s'asseoir. Mina dit qu'il devrait être reconnaissant envers Lord Cecilum. Le maître de la guilde dit qu'il est heureux qu'il n'ait pas donné à Faedo le certificat de héros plus tôt. Il dit qu'il est désolé pour Faedo et d'autres. Il ne peut pas les interdire. Ce sont également des parties classées S. Mirim demande qui est Lord Cecilum. Randall lui répond qu'il s'agit d'un pionnier qui règne sur la région. Ghislain dit qu'il ne peut pas négliger Loeg. Il sera bientôt puni. Mirim demande ce qui va leur arriver. Il lui répond qu'ils seront désormais assignés à résidence. Randall s'interroge et demande s'il va le punir. Ghislain lui répond qu'il va annuler sa licence et qu'il ne pourra plus retourner aux ordres des chevaliers.
Randall demande-t-il ce que cela signifie? Gielin s'excuse à nouveau, en disant que même si cela ressemble exceptionnellement à une punition, ce sera un résultat commode pour Randall. Pour parler franchement, c'est comme si on coupait la queue d'un lézard. Les 3 autres seront rétrogradés. Mirim dit qu'il leur sera difficile d'entreprendre une quelconque quête. Il leur dit que Cecilum et lui-même sont d'accord sur ce point. Randall et Mirim se regardent avec étonnement. Feido est un chevalier de rang à lui tout seul, mais les 2 autres ont le potentiel pour devenir les meilleurs dans leurs rôles respectifs. Ils sont beaucoup plus forts que la moyenne des aventuriers, mais Gielin affirme qu'ils sont des avant-gardes et des auxiliaires décents du parti. Il y a trop de travail qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Il demande si des aventuriers sont prêts à leur donner un coup de main en ce moment. Il ajoute qu'en raison des mauvaises rumeurs qui se sont répandues après cet incident, les personnes plus faibles que lui refusent de l'approcher parce qu'il leur fait peur. Il n'y a pas d'autre choix que d'espérer qu'ils reconnaissent leur faute. Il demande également à Mirim si elle peut garder son identité secrète pendant un certain temps. Elle est d'accord, mais demande si c'est parce qu'elle est un vampire. Gielin lui dit que ce n'est pas parce qu'elle est un vampire, c'est parce que certaines personnes s'y intéressent. En particulier, il y a beaucoup de hauts fonctionnaires qui sont agaçants de cette façon. Aujourd'hui, elle comprend la situation. Gielin leur dit que la raison principale est qu'il ne veut pas qu'ils aient plus d'ennuis, car ils en ont déjà beaucoup. Il demande à Mirim si elle se sent à l'aise lorsqu'elle prétend être un humain. Elle dit à Randall que les vampires ne sont plus des créatures hostiles aux yeux des humains. Il lui demande s'il lui a déjà dit que tous les humains ne sont pas mauvais, et elle acquiesce avec un beau sourire. Gielin les interrompt et leur demande de parler de la raison principale pour laquelle il les a invités. Il leur dit qu'il y a une quête et qu'il a besoin de l'aide de Randall une fois qu'il sera revenu. Randall se demande si le maître de la guilde a besoin de son aide. Gielin lui explique qu'il s'agit d'enquêter sur le cimetière du dragon, et Randall le regarde avec étonnement. Maître Gielin dit à Randall qu'il s'agit d'une quête émanant directement du seigneur Cecilum. Il s'agit d'enquêter et de s'occuper du cimetière du dragon. Randall dit que ce serait un honneur pour lui. Mirim demande ce qu'est un cimetière de dragon. Gielin se rend compte qu'elle n'en avait jamais entendu parler auparavant. Il lui explique qu'il parle de la région montagneuse au nord, où se trouvent les restes d'un dragon géant qui aurait été vaincu par un héros, il y a de nombreuses années. Elle demande pourquoi ils l'ont laissé seul pendant si longtemps. Les dragons ne sont-ils pas censés être des ressources vulnérables pour les humains? Gielin lui répond qu'il est trop grand et que les héros de l'époque n'ont ni la force de le vaincre, ni l'habileté de l'abattre. Elle était grande et il suffisait de l'abattre. En conséquence, les os du squelette du dragon ont été laissés à l'abandon et sont devenus partie intégrante du terrain. L'énorme puissance magique du cadavre s'est transformée en miasme et la zone environnante a été dévastée. Il leur apprend également qu'une prêtresse s'exerçait périodiquement au miasme, mais qu'elle est désormais assignée à résidence. C'est pourquoi il leur demande de l'aide. Comme Mirim est un vampire, il lui sera utile de se faire un allié puissant. Elle pourra ainsi éviter des situations difficiles à l'avenir. Randall pense que Gielin parle de Kella. Il dit qu'il est peut-être le mieux placé pour ce travail, à l'exception de Kella, qui est aussi une apprentie sainte. Randall dit qu'il peut enquêter sur elle au lieu de prendre cette affaire comme une occasion de montrer le pouvoir du vampire. Il ne peut pas promettre que le problème sera résolu. Nina lui offre encore une tasse de thé et demande à Gielin de leur dire la vérité. Il leur demande de ne pas en parler à qui que ce soit. Il leur dit que le cimetière du dragon d'aujourd'hui est entouré d'un miasme et que c'est un fait sans précédent dans les annales de la guilde. Randall comprend qu'il y a déjà une anomalie. Dans ce cas, le pire qui puisse arriver est donc cette demande. Gielin affirme que, même si ce sera le plus difficile de tous les temps, il s'agit d'une demande pour abattre le dragon zombie. Mirim dit avec enthousiasme que cela semble intéressant. Randall lui demande un plan pour faire face au dragon zombie. Elle dit que c'est trop difficile à gérer pour elle seule, mais elle lui offre une part de gâteau. Randall lui dit de ne pas le sous-estimer. Ce sera un honneur pour lui d'accepter cette mission. Gielin leur dit que la guilde forme également une unité pour les aider à vaincre les zombies dragons. Il ne faut donc pas se crisper et se lancer dans la mission. Nina est très excitée. Elle dit que tout ira bien si Randall l'accepte. Randall lui demande pourquoi elle a tant confiance en lui. Elle lui dit qu'il fait partie d'une classe unique. Elle a récemment effectué une recherche sur le nécromancien et il est le premier nécromancien enregistré dans l'histoire de la guilde. Randall demande à Nina si une classe unique est rare. Elle répond en détail que les classes uniques sont construites dans des conditions particulières et que beaucoup d'entre elles ont des capacités exceptionnelles. Par exemple, le seigneur démon et le héros, les sages et les saints, l'épée sacrée et le sable lumineux qu'il a rencontré plus tôt. Randall s'étonne qu'il s'agisse d'une bande de gros bonnets. Mirim lui tient les mains et lui demande d'intervenir si la situation se dégrade. Gielin dit qu'il attend beaucoup des deux.
Ils ont un allié de poids, en ce moment. Randall pense tout seul, et pour être honnête, il ne peut s'empêcher de se sentir incertain. Mais tout le monde croit en lui, alors il a décidé de faire de son mieux, car il ne peut pas trahir leurs attentes. Il leur demande de s'en remettre à lui. Ghislain leur dit qu'il les a laissés entre leurs mains. Il leur conseille d'être prudents. Randall dit au revoir à Nina et Ghislain. Il entame son voyage vers une région montagneuse au nord avec son équipe. Il continue d'avancer entre les montagnes. Mirim et Ray l'accompagnent également. Il demande à Mirim pourquoi elle marche avec eux au lieu de voler. Elle lui dit que voler n'entraîne pas de perte de pouvoir magique, mais qu'il est plus facile de marcher sur de courtes distances. Elle dit aussi qu'il devrait se reposer car elle est un peu fatiguée. Randall trouve un endroit sûr pour se reposer. Il s'assoit sur de grosses pierres. Elle lui demande dans combien de temps ils arriveront à destination. Il lui répond qu'ils vont rester ici pendant un certain temps. Il lui dit également qu'il y a une ville appelée Aden sur le chemin et qu'ils vont donc y faire une pause. Elle dit qu'il y a beaucoup de préparatifs à faire. C'est pourquoi il devrait rester à Aden. Elle lui demande de lui en dire plus sur le dragon endormi et le cimetière du dragon et sur la façon de mener l'enquête. Randall lui explique en détail qu'il n'y a pas de règles spécifiques concernant la quête d'une enquête, car les honoraires sont basés sur la valeur de ce que l'enquête révèle. La quête d'enquête se divise en deux catégories. Les enquêtes de groupe, qui ne paient pas ou peu de frais de base, et les enquêtes spéciales, qui exigent un niveau de confiance similaire. Il lui explique également qu'il s'agit d'une enquête spéciale, et qu'ils doivent examiner le site dans la mesure où leur confiance n'est pas entamée. Quant aux dragons, il s'agit peut-être d'un conte de fées bien connu, ils écoutent leurs parents avant de se coucher. Mirim comprend maintenant tout le scénario. Randall lui raconte l'histoire du dragon. Et l'histoire commence ainsi. Il y a bien longtemps, il y avait un dragon qui était craint dans les villages environnants. Il exige un sacrifice en échange de la non-destruction des villages, et s'il n'y avait pas de sacrifice ou si le dragon n'aimait pas le sacrifice, il apportait le malheur au village. Les villageois craignaient cela et commencèrent à traiter le dragon comme un dieu à vénérer. Un jour, sur un coup de tête, le dragon est arrêté par un empire voisin. L'empire ne fut pas aussi docile que le village, et le dragon fut vaincu. Mirim demande avec enthousiasme s'il y a un héros qui a joué un rôle actif. Randall lui répond qu'il n'y a pas eu de présence exceptionnelle du côté impérial de la guerre, mais qu'avant la violence des chiffres, même les dragons avaient des blessures, sur tout le corps. C'est alors que le héros est apparu. C'est le héros, les villages et les sacrifices qui ont détruit l'Empire en même temps que le dragon maléfique. Les sacrifices recueillis dans les villages recevaient des bénédictions et gagnaient un pouvoir considérable grâce à leur culte continu des dragons. Le dragon, qui était un dieu pour les villageois, est devenu plus vénéré par eux, même dans la mort après avoir détruit l'Empire, qui avait été une menace plus réaliste pour eux. Mirim demande alors comment le dragon est mort. Il lui dit que dans certaines histoires, le dragon a atteint sa limite après la guerre contre l'Empire, tandis que d'autres disent que des sacrifices l'ont tué. C'est vague, c'est un conte de fées. Dans certains contes, les dragons sont les alliés des villages, tandis que dans d'autres, ils sont malveillants envers les villages. Il existe des tonnes de versions différentes. Quoi qu'il en soit, le dragon est mort, ou bien il y avait un dragon mort dans un empire. La seule chose qui a été révélée, c'est qu'on les appelait des héros. Randall a donné une brève description de ce qu'est ce cimetière. C'est un endroit dangereux, rempli de miasmes. Certains aventuriers s'y rendent à la recherche de démons qui n'apparaissent qu'à cet endroit ou à la recherche de médicaments obtenus à partir des os du dragon. Les miasmes sont si épais qu'ils peuvent consommer autant d'énergie que la profondeur du donjon. On dit toujours que c'est un endroit où il peut se passer quelque chose. C'est pourquoi ils sont envoyés pour enquêter, et leur voyage continue, et ils sont pendant une épidémie de dragons zombies. Mirim dit qu'ils ne connaissent pas les détails avant d'être sur place. Randall dit alors « Commençons notre voyage » et il se lève. Il regarde fixement et s'interroge. Il se trouve dans la ville d'Aden. Les gens y sont occupés à faire des achats. Lorsque les gens voient Ray, ils leur posent des questions à son sujet et bavardent entre eux. Randall demande à Ray de retourner dans le cercueil pour le moment. Pendant ce temps, Milam est hébétée par quelque chose. Randall lui demande pourquoi elle a l'air un peu perdue. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Elle lui dit qu'il y a beaucoup de demi-humains dans cette ville. Il lui dit que c'est une des particularités de cette ville. C'est un endroit où de nombreux demi-humains se sont rassemblés, des hommes bêtes aux elfes, depuis les temps les plus reculés. C'est pourquoi il n'y a ni discrimination ni persécution ici. Tout le monde vit en paix. C'est une ville agréable. Milam se sent heureux et dit que c'est merveilleux. Randall lui demande de faire une pause pour s'approvisionner et manger un morceau. Il lui demande également si elle peut manger la même chose que les humains. Elle répond que oui,
Bien sûr, elle peut manger. Elle lui dit aussi qu'elle n'a pas besoin de manger. Elle peut se nourrir de mana. Elle lui dit aussi qu'il y a sans doute beaucoup de démons et de monstres dans les environs. Et le sang humain est le moyen le plus efficace pour elle de fabriquer son sang. Randall lui demande et s'inquiète de savoir s'il est préférable d'avoir du sang. Milam sourit et lui dit de ne pas s'inquiéter. Elle ne boira pas de sang humain. Même avec de la nourriture humaine, elle peut obtenir du mana. Même sans se donner la peine de manger, elle peut envoyer ses familiers collecter du mana pour elle. Randall demande maintenant d'une humeur détendue qu'elle n'ait pas besoin de manger. Elle crie qu'elle ne l'a pas dit. La nourriture humaine est merveilleuse, surtout ses biscuits. Le simple fait d'en consommer un me remplit d'énergie. Randall était heureux de l'entendre. Il dit qu'il faut aller manger. Il y a quelques heures, il y a eu une réunion entre Faedo, Loig et Kella. Ils demandent à Loig pourquoi il est si pressé. Que s'est-il passé? Il leur dit que Randall se rendra ensuite au cimetière des dragons. Kella est resté bouche bée, émerveillé. Faedo dit qu'ils iront aussi là-bas. Mais ils sont tous assignés à résidence et Kella s'inquiète de ce qui se passerait s'ils étaient redécouverts. Le journal suggère qu'ils peuvent laver leur nom s'ils le font bien. Roger leur dit que Gillian a fait une demande spéciale à Randall et qu'il essaie de ne pas ébruiter l'affaire. Ils parlaient du cimetière des dragons. Faedo leur demande ce qui n'est pas fait chaque année. Les rumeurs sur les dragons zombies sont un excellent sujet de discussion pour tous ceux qui recherchent l'excitation. Rogers lui dit qu'il ne s'agit pas d'une rumeur cette fois-ci. Et s'il y a un dragon zombie ressuscité, alors ils ont besoin de l'aide de Quella. C'est une sainte. Elle demande à Rogers, de façon surprenante, s'ils ont besoin de son pouvoir. Il lui dit qu'elle est la seule à pouvoir vaincre les dragons zombies et sauver le pays. Ce sera un honneur pour elle. Sinon, le pays sera en danger. Mais Kella s'enquiert de la fille avec Randall. Roger lui demande à nouveau pourquoi elle agit si lâchement. Si elle ne fait rien pour arrêter les dragons zombies, tout le monde aura des problèmes. Lloyd dit la même chose. Kella interroge ensuite Fédon sur son opinion. Il dit aussi que dans le cas improbable où le dragon zombie ressusciterait, le pays aurait besoin des pouvoirs de Kella. Roger ajoute qu'ils sont tous d'accord. Finalement, Kella a décidé de faire de son mieux. Dans ce cas, personne ne sera en difficulté, tout le monde sera sauvé. Elle dit qu'elle en comprend l'importance. Elle le fera. Roger et Lloyd disent avec enthousiasme qu'ils sauront désormais leur importance et à quel point la guilde a besoin d'eux. Allons maintenant au cimetière du dragon. D'autre part, Gillian voit le rapport de l'ordre de Lord Cecilum. La licence de Heavy Knight Lloyd est révoquée. Il a pitié de lui et pense qu'il est si jeune. Mylène dit qu'il y a tellement de gens dans la ville. Randall lui répond qu'Adine est une ville diversifiée. Il lui demande si elle va bien. Elle lui répond que si les humains ne sont pas ouvertement hostiles, elle se sent à l'aise. Elle lui tient également le bras et dit que cela semble plus naturel. Randall la regarde fixement. Elle lui tient la main et se met à avancer rapidement. Il lui dit de ne pas se précipiter, la nourriture délicieuse n'ira pas n'importe où. Elle l'emmène dans un étalage de poissons. Après avoir pris leur repas, Randall et Mylène poursuivent leur voyage à travers la ville. Tous deux montent sur le dos de Ray et rejoignent le cimetière des dragons. Randall remercie Ray et décide de travailler dur pour s'entraîner aux ailes noires. Ainsi, la prochaine fois, il n'imposera pas un tel fardeau à Ray. Mylène lui rappelle que la dernière fois qu'il a essayé d'utiliser des ailes noires, il a été pendu. Mylène dit qu'il fait très sombre ici. Randall lui dit que c'est pire qu'avant. Elle lui demande s'il a déjà visité cet endroit. Il lui répond que oui, il l'a visité une seule fois, mais que la situation a empiré. Il y a peut-être une raison à l'augmentation de mon asthme. Mylène affirme que le cadavre d'une créature dotée de pouvoirs magiques, laissée à l'abandon dans cet état, deviendrait certainement un mort-vivant, et le dragon est obligé de le supprimer. Randall est d'accord avec elle et dit qu'il devrait s'en occuper en conséquence. Il dit que ce qui est en train de supprimer, c'est en train de déborder. C'est la raison pour laquelle Gillian lui demande d'enquêter. Ils ne peuvent pas le laisser sans surveillance, car le mana y est déjà trop puissant. Si un monstre ou un aventurier se promène dans cet endroit et qu'une puissante corniche ou quelque chose de similaire naît, il y a de fortes chances qu'elle devienne une classe démoniaque. En attendant, Mylène y découvre une machine géante. On dirait qu'il y a une contre-mesure à cet endroit. Elle dit à Randall qu'il s'agit de l'outil magique du prêtre et de mon appareil de contrôle de l'asthme. Il contrôle le flux de mon asthme et le transmet volontairement aux cadavres des créatures faibles et des monstres de la région. C'est la raison pour laquelle les créatures qui possédaient à l'origine de faibles pouvoirs magiques ne finissant pas par devenir des morts vivants. Et cet endroit est envahi par mon asthme parce que le dragon est sur le point d'épuiser ses derniers pouvoirs magiques. Mais Randall se demande toujours pourquoi, alors qu'il est sur le point de s'épuiser. Mon asthme continue d'augmenter. Elle lui dit que c'est comme une bougie. C'est avant de s'éteindre qu'elle brûle le plus fort.
Randall dit qu'il n'y a pas de problème si nous laissons cet endroit tranquille. Mylène lui dit que s'ils ne font rien, un seul faux pas et ce dragon, qui a rassemblé un énorme miasma, se transformera en mort-vivant. Ils essaient de trouver le moyen le plus rapide de mettre fin à cette situation. Randall demande s'il y a quelque chose à faire. Ou est-il possible pour elle de diriger mon asthme vers le dragon? Elle dit qu'elle peut le faire ou non, mais qu'elle peut y arriver d'une manière ou d'une autre. Parce qu'elle a un outil magique qui ressemble à un moteur d'avion. Elle décide que pour dissiper mon asthme, elle peut le prendre pour elle et le réduire. Ensuite, ils vérifieront à nouveau l'état du dragon et enlèveront toutes les créatures autres que le dragon. Randall est d'accord avec elle et lui demande d'enquêter à nouveau une fois qu'ils seront sur place. Il lui dit que mon asthme est comme la magie de la nuit et qu'elle peut le contrôler une fois qu'elle s'y est habituée. Elle lui répond que si c'est le cas, elle peut faire la même chose en un rien de temps. Ensuite, ils passent à autre chose. Ils y voient le squelette d'un dragon. Mila m'explique que s'ils ne font rien pendant des décennies ou des centaines d'années, l'énergie magique s'épuisera et tout reviendra à la normale. C'est donc une idée intelligente que d'interdire l'accès à cette zone. Elle dit qu'ils doivent juste veiller à ce qu'il n'y ait pas d'objets ou de créatures dans les parages. Randall dit que c'est à lui de s'en occuper. Il s'en occupera grâce à sa nécromancie. Pendant ce temps, Fado, Roger et Kella se rendent également sur place. Quand ils voient que Randall est déjà là, ils sont jaloux et s'accusent mutuellement. Ils décident de rejoindre le dragon en premier. Ils disent qu'ils vont d'abord enquêter. Kella dit que le miasme qui règne ici est incomparable à celui de la dernière fois qu'ils y sont allés. Roger pose sa main sur le moteur de l'avion comme une machine et dit « Allons-y ». Kella se demande ce qu'il faut faire. Fado lui rappelle qu'ils sont venus ici pour enquêter. Et si, par hasard, le dragon est ressuscité et qu'ils le vainquent avant Randall, ils en auront le mérite. Il n'y a donc rien à faire. Mais Roger lui répond qu'il comprend la situation dans laquelle ils se trouvent actuellement. Il leur explique que c'est parce que Randall est privé du parti classé S. Lloyd lui répond que lui-même ne peut plus être un aventurier. Roger pousse un cri de colère et dit qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose sans une avant-garde. Finalement, il est d'accord avec tout le monde, et ils n'ont pas d'autre choix. Roger leur demande de réveiller cette chose qui ressemble à un moteur d'avion et de l'écraser. Kella l'avertit de ne pas réveiller le dragon. Roger lui demande si elle veut entrer dans l'histoire comme une sainte au cœur froid et pire encore, qui a abandonné ses compagnons. Il dit qu'il serait préférable de consolider son statut de sainte des miracles, tant dans le nom que dans la réalité. Elle se remémore quelques souvenirs et décide de le faire. Roger dit qu'il pourrit ici depuis des centaines d'années. Il ajoute qu'on peut aussi dire que Randall l'a bousillé. Fado demande à Kella si elle peut le faire. Elle répond qu'elle peut le faire sans problème. Mais elle doute aussi que cela devienne un gros problème, car elle est là depuis des centaines d'années. Elle commence sa magie, et Roger lui demande combien de temps cela prendra. Elle lui répond que c'est presque terminé, mais tout d'un coup, quelque chose d'anormal s'est produit. Kella a perdu le contrôle. Le dragon zombie va revivre, et quelqu'un essaie de s'interposer. Fado dit que si c'est quelqu'un d'autre que Randall, ce n'est pas bon pour lui. Kella leur dit qu'il doit y avoir dans les environs des morts-vivants puissants, autres que le dragon zombie. Lloyd les rend tous invisibles et leur demande de quitter les lieux immédiatement. Mais Roger dit quand même à Kella qu'elle peut y arriver si elle essaie. Fado demande ce qu'il en est du dragon zombie et il s'enfuit. En courant, Roger dit que Randall n'est pas loin et qu'ils reviendront quand le dragon zombie l'aura tué. Soudain, Milam s'envole. Randall lui demande si quelque chose ne va pas. Il utilise également ses ailes noires pour l'attraper et ils atteignent le moteur de l'avion comme un outil magique. Elle lui dit qu'elle est venue ici parce que l'appareil était branché. Mais comme il n'y avait aucune trace de quelqu'un, ils se sont échappés. Randall se demande avec étonnement qui s'est échappé. Il dit que si le dispositif a été modifié, les miasmes doivent devenir anormaux. Ils doivent donc aller vérifier si tout est normal, avec le cadavre du dragon. Ils partent à la recherche du dragon. Ils constatent qu'il a absorbé trop de miasmes, et qu'il est sur le point de se transformer en dragon zombie. Randall lui demande combien de temps il faudra pour réveiller le dragon zombie. Elle lui répond que c'est une question de minutes. Il demande s'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Elle répond qu'ils peuvent essayer de réduire les miasmes autant que possible. Randall dit qu'il n'y a pas le temps d'organiser une force d'asservissement. Ils doivent se débrouiller seuls. Il dit qu'il ne survivra peut-être pas longtemps après s'être réveillé en tant que dragon zombie. Milam demande si cela signifie qu'il devrait le laisser faire. Les dégâts se limiteront à la destruction d'une ville voisine. Randall dit que ce n'est pas bon. Si son corps est détruit, il ne restera qu'à l'état d'esprit instable. Soudain, Milam a une idée. Elle lui demande s'il ne peut pas utiliser sa romance du coup. Le fait d'avoir un dragon ne serait-il pas utile? Pendant ce temps, le dragon zombie se réveille. Milam crie et demande à Randall de s'accrocher pendant 30 minutes.
Il s'inquiète de devoir rester 30 minutes avec un dragon qui a réveillé le sommeil éternel. Le zombie dragon se réveille après avoir été aspergé de miasmes. Milam se demande ce qu'est une aura effrayante. Dragon attaque Randall. Milam crie pour lui demander d'esquiver, mais il ne peut pas bouger son corps. Ray et Ace viennent le sauver de l'attaque du dragon. Il les remercie. Il décide alors d'esquiver correctement et utilise le brouillard noir. Il se demande si tout à l'heure il était incapable de bouger son corps, mais que cette fois-ci, il a réussi à esquiver d'une manière ou d'une autre. Milam lui répond que c'est grâce à ses capacités d'intimidation. Elle l'avertit de faire attention lorsque le dragon l'utilisera à nouveau. Le dragon zombie tente à nouveau d'attaquer Randall. Cette fois, Milam le sauve et lui demande de sauter. Elle utilise la magie de la nuit sur le dragon et l'attaque avec colère. Tous deux constatent que la magie de la nuit fonctionne. Milam demande à Randall de ne pas baisser la garde. Elle dit qu'il semble qu'ils les prennent enfin pour cible. Par conséquent, ils ne peuvent pas penser à la battre. Randall lui demande si la magie du brouillard noir leur permettra de s'atomiser pour échapper aux attaques. Elle répond que si le dragon commence à attaquer avec des attaques magiques, leurs techniques d'évasion ou d'esquive et la magie du brouillard noir ne fonctionneront pas. Milam attaque la gueule du dragon. Le dragon ouvre la bouche et Milam voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Pendant ce temps, ils voient le dragon s'enfuir. Tous deux se demandent pourquoi le dragon s'en va. Soudain, ils voient des éclairs dans le ciel. Randall dit que la foudre est la magie de Sage. Milam est impressionné par cette compétence magique. Elle dit que le dragon ne voulait pas perdre sa magie. Alors il est devenu sérieux, et il s'est retenu jusqu'à présent. Pendant ce temps, de nombreux rayons étincelants commencent à sortir du corps du dragon. Randall crie que quelque chose arrive. Il demande à Ray et Ace de retourner au cercueil. Il fait appel à la magie de la nuit. Des rayons sortent encore de tout le corps du dragon. Randall demande à Milam s'il y a quelqu'un dans la forêt. Elle répond qu'il ne faut pas s'en inquiéter. « Je veux juste me concentrer sur le dragon pour l'instant. » Il lui demande quelle est cette attaque. Elle lui répond qu'il s'agit d'une sorte d'attaque respiratoire, sinon le dragon normal ne l'utilise pas. C'est une attaque de mort instantanée, et soudain le dragon attaque de tous ses rayons. Milam crie que cette attaque est dangereuse, et lui demande de l'éviter à tout prix, mais il ne peut s'y soustraire à temps. L'atomisation et le Seigneur de la Nuit deviennent inefficaces. Il n'y a aucun moyen de riposter. Milam s'interpose entre Randall et l'attaque du dragon pour le sauver. Elle dit que les humains sont comme des bébés et qu'il serait gênant que Randall meure de lui-même. Finalement, elle bloque son attaque. Randall lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien. Regardez le dragon. Il a utilisé toute sa magie dans cette attaque. Cela signifie qu'il est temps de l'achever. Elle dit à Randall qu'elle va bloquer le chemin du dragon avec le Seigneur de la Nuit et qu'il doit faire de même. Tous deux appellent le Seigneur de la Nuit et attaquent le dragon. C'est inutile. Le sang du dragon coule sur le sol. Randall dit à Milam qu'elle est extraordinaire. Elle lui répond que c'est valable pour les deux. Randall voit alors ses blessures et lui demande si elle va bien. Elle dit qu'il oublie qu'elle est un vampire. Elle utilise la magie du Seigneur de la Nuit pour se soigner. Randall pense qu'elle est extraordinaire. Randall utilise alors son nécromancien sur le dragon. Milam lui demande si cela fonctionne. Le nécromancien a réussi à faire disparaître l'ancien dragon Grand Menace, et il peut maintenant être utilisé. Il est complètement transformé en un bébé dragon. Milam se demande si ce bébé dragon est plus grand que les wyverns que chevauchent les chevaliers de l'ordre de Chevalric. Randall nomme ce dragon Earl. Milam dit que c'est un bon nom et qu'il est heureux. Randall absorbe les capacités d'Earl. Il acquiert une compétence unique appelée Conquérant de la Nuit et 3 compétences supplémentaires appelées Bénédiction du Dragon. Les dragons rugissent dans le souffle du dragon. Le statut de Ray, Ace et Milam s'est considérablement amélioré. Milam dit que dans peu de temps, Randall va devenir un monstre. Elle lui demande de dresser ce petit dragon à cet endroit, et ils commencent à s'entraîner. Randall a gagné un nouveau compagnon et un nouveau pouvoir. Avec le dragon à ses côtés, les compétences de Randall se sont accrues de façon exponentielle. Assise en face de Randall, Milam ne peut s'empêcher de ressentir une curiosité grandissante et interroge Randall sur les compétences qu'il a acquises jusqu'à présent. Randall lui répond sans réfléchir qu'il a 4 compétences. Elle s'étonne à nouveau et lui dit que même s'il en possède un, il sera considéré comme l'un des plus forts de l'espèce. Il était clair pour elle que Randall était novice dans tout cela, et qu'il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait. Alors qu'il se lamente sur la futilité de ses compétences, Milam intervient avec une lueur d'espoir. Milam commence à développer l'utilisation de ses compétences en lui disant qu'il peut prendre le contrôle de la magie de son adversaire s'il utilise correctement ses compétences. À ce stade, Randall s'investit énormément dans la conversation. Milam l'avertit également que s'il ne parvient pas à prendre le contrôle, il ne fera qu'aggraver la situation pour les 2 parties concernées. Elle s'intéresse de plus en plus à ses autres compétences.
Randall et Milam discutent de quelques-unes de ses compétences et de la manière de les utiliser au mieux, et ils concluent que seules les compétences supplémentaires sont utiles. Elle lui donne davantage d'informations sur ses compétences uniques et sur la manière dont il a acquis les compétences récentes et amélioré ses autres compétences. Randall ne sait plus où donner de la tête, et il est plus qu'étonné de ses compétences. Après une longue discussion, Milam propose de rentrer, mais Randall a d'autres idées, et leur propose de passer la nuit dans un village voisin. L'obscurité profonde de la nuit tombe, et ils commencent à se diriger vers le village lorsque Randall remarque que Milam est mal à l'aise et qu'elle s'agrippe fermement à lui. Inquiet, Randall lui demande doucement ce qui ne va pas, sentant un changement soudain dans son comportement. L'air inquiet, Milam se tourne vers lui et lui fait part de sa crainte d'être repéré par les humains. Ils sont restés trop longtemps à l'air libre et elle craint que son identité ne soit révélée. Randall la regarde avec une expression douce, les yeux remplis d'empathie. Il lui demande si elle peut lui dire pourquoi les humains ont si peur d'elle. Au début, elle semble hésiter, mais elle commence ensuite à s'expliquer. Selon elle, elle est la seule fille de sa famille royale. Et après sa naissance, la chasse aux vampires a commencé. Randall lui coupe la parole et confirme qu'elle a dit plus tôt qu'il n'y avait pas eu de victimes dans son espèce. Miram explique qu'elle n'en est pas si sûre car elle était trop jeune à l'époque, et tout ce qu'elle sait a été consigné dans un registre. Randall commence à penser que ses parents sont peut-être morts à ce moment-là, et Miram dissipe ses doutes en lui disant le contraire. Elle poursuit en disant que ses parents l'ont quittée, et que c'est pour cette raison qu'elle n'a aucun souvenir de leur capture ou de leur mort. Randall ne peut s'empêcher de penser que si ses parents étaient encore en vie, ils auraient dû s'inquiéter pour elle. Miram lui assure que ses parents ont dû la quitter pour une raison ou une autre. Elle lui dit qu'elle n'a pas de ressentiment envers ses parents, car le concept de relation parent-enfant dans son espèce n'est pas aussi fort que chez les humains. De plus, elle lui dit que lorsqu'elle était un nouveau-né, elle a été enfermée, et que c'est probablement la raison pour laquelle elle est en vie aujourd'hui. Randall essaie d'en savoir plus sur l'endroit où elle a été enfermée, mais elle n'a aucune idée, à part le fait qu'il était rempli de livres. Elle sait juste que la personne qui l'a enfermée essayait de la garder en vie. Randall commence à se faire une idée de ce qu'il pourrait être. Il lui pose des questions sur les livres qu'elle a mentionnés plus tôt, et elle répond que c'est celui qu'elle a trouvé là qui lui a fait prendre conscience de la cruauté des hommes, et c'est pourquoi elle a peur d'eux. Randall commence à se méfier du mystère de l'histoire de Miram. Il lui demande s'il est le premier humain qu'elle a vu, et Miram répond positivement en disant qu'elle ne l'a pas trouvé comme les autres. Cela donne à Randall l'envie de surmonter ses peurs. Mais Miram n'est pas très favorable à cette idée. Randall saisit le bras de Miram et commence à courir vers le village, lui assurant que ses pires craintes ne se réaliseront pas, qu'elle n'a qu'à lui faire confiance. Une fois arrivés au village, ils voient les villageois rassemblés dans l'attente de leur arrivée. Les héros ont été accueillis par une mère de visage souriant, chacun les remerciant pour leur bravoure. Les héros furent accueillis par une mère de visage souriant, chacun les remerciant pour la bravoure dont ils avaient fait preuve en vainquant le redoutable dragon zombie. Il était clair qu'ils étaient devenus des légendes aux yeux de la population. Accueillis comme des héros pour leurs vaillants efforts, Miram écarquille les yeux d'incrédulité lorsque le maire les remercie et mentionne qu'il a été témoin de la façon dont ils ont tué le dragon zombie. Elle n'en revient pas que ces gens l'acceptent encore après avoir tout vu. Randall lui explique que ces personnes étaient à l'origine chargées de surveiller le cimetière du dragon, mais que pour l'instant, c'est la guilde qui s'en occupe. Le maire les a invités à participer au festival qu'il préparait, et ils ont tous deux humblement accepté. Randall assure à Miram que les humains sont aussi mauvais qu'elle le pensait, et son point de vue évolue au fil du temps. Petit à petit, il s'efforce de faire disparaître sa peur. La vie de Lloyd est en jeu, son sort est incertain. Kayla, grâce à ses vastes connaissances en matière de guérison, a tenté de le sauver. Malgré tous ses efforts, ses compétences n'ont servi à rien. L'attaque du dragon zombie était trop puissante. Lloyd n'était pas en mesure d'y faire face. Son corps est resté sur le sol, sans vie. L'esprit de Phaedos commence à lui échapper une fois de plus, consumé par une rage ardente qu'il ne peut contenir. La simple pensée du triomphe de Randall sur le dragon zombie l'a rendu frénétique. Incapable de se faire à l'idée qu'il n'y a pas eu d'autre solution que d'aller à l'école, que lui et son équipe avaient fui par peur, alors que Randall avait tenu bon et était sorti victorieux. Alors qu'il se tenait là, son esprit s'est mis à bouillonner d'un million de pensées, toutes plus frénétiques les unes que les autres. Il n'a plus les idées claires. Sa colère explose sur Kayla et Mail. Il commence à se reprocher d'avoir utilisé des tactiques lâches pour maintenir Randall au-dessous de lui pendant tout ce temps, alors qu'il est plus fort que lui. Il commence à penser que tout le monde se moque de lui maintenant qu'il n'a pas réussi à faire son travail. Alors qu'il se lève, ses yeux se fixent sur la forme inanimée de Lloyd. Dans un accès de rage,
Il s'en prend à la figure déchue, lui reprochant de ne pas avoir tenu compte de ses avertissements. Sans hésiter, il lève son arme et sépare la tête de Lloyd de son corps. Ses coéquipiers restent là, terrorisés. Leur visage en état de choc extrême se tourne vers Fado qui, lui, ne l'est pas. Mail essaie de le calmer. Elle essaie de lui faire croire qu'il n'a pas tué Lloyd. Il était déjà irrécupérable. Elle dit à tout le monde qu'elle veut en finir avec Randall. Fado et Kella regardent Mail avec perplexité. Elle leur parle de sa perception de la fille avec Randall. Elle pense qu'il s'agit d'un vampire. Tout le monde est encore plus surpris. Elle détailla son plan. Ses yeux brillaient d'une lueur espiègle lorsqu'elle révéla son intention de faire accuser Randall et la fille vampire de tous leurs méfaits. Elle parlait de les vendre aux plus offrants de l'association magique. La dirigeante de l'association magique était elle-même une chasseuse de vampires, et elle sera tout à fait disposée à en traquer un. Fado semble toujours préoccupé par le sort de Lloyd, parce qu'il était le seul, à ses yeux, sur qui il aurait pu rejeter la faute. Mail assure à Fado qu'il ne sera pas un problème, car beaucoup de gens voulaient déjà se débarrasser de lui car il avait le potentiel de devenir un voleur et de rejoindre l'armée d'un autre pays. Ce qui faisait de lui l'ennemi de l'ordre. La chose la plus rationnelle à faire était de le dépeindre comme un traître et d'apporter son corps en souvenir à l'ordre pour qu'il les croie, car de toute façon, Lloyd devait mourir. Ils s'assureront ainsi qu'ils reviendront en douceur dans leur rang, parce que s'ils reviennent comme ça, ils pourraient être condamnés à la peine de mort. Mail leur propose d'aller d'abord rencontrer Miralo, le chef de l'association magique. Randall et Myriam rentrent à la guilde après une longue journée au festival. En entrant, ils ont été accueillis par un groupe de compagnons d'aventure qui les ont félicités pour leur dur labeur. Il était réconfortant de voir tant de gens reconnaître leurs efforts. Myriam semble apprécier les compliments. Elle ne se prive pas de se flatter. Tous deux sont alors nommés partie de rang S. Le groupe de Faedo était le premier à ne compter que 2 personnes capables d'atteindre un rang aussi élevé. Tout le monde, y compris Randall et Myriam, semble apprécier la soirée. Ils organisent une fête à la guilde pour les aventuriers. Randall était assis au bar de la guilde, savourant son verre en regardant Myriam. Il sentait un sentiment de calme l'envahir, sachant qu'elle était devenue plus à l'aise avec les humains. À ce moment-là, Gillan s'est approché de lui et l'a félicité. Le cœur de Randall s'est gonflé de fierté en acceptant ses paroles aimables. Il lui est reconnaissant d'avoir réussi à gravir les échelons et à former un parti performant avec seulement 2 membres. Gillan prévient Randall qu'il devrait se méfier davantage des autres, puisqu'il travaille avec un vampire, et l'image des vampires est négative et profondément ancrée dans l'esprit des aventuriers. Randall remercie Gillan de l'avoir mis au courant des faits liés aux vampires. Gillan révèle que Faido et ses compagnons ont disparu sans laisser de traces. Les yeux de Randall s'écarquillent sous l'effet du choc, tandis qu'il assimile l'information. Sentant sa détresse, Gillan s'est empressé de s'excuser auprès de Randall. Ce dernier le réconforte en lui assurant que la responsabilité de leur disparition ne repose pas sur ses épaules. L'histoire raconte que Gillan avait envoyé une équipe de recherche pour retrouver Faido et son équipe. Cependant, malgré la suspension, ils étaient déterminés à accomplir leur mission et à ramener un certain résultat. Leur objectif est de sauver les villageois des griffes du redoutable dragon zombie. Cette déclaration de Gillan a fait réfléchir Randall. Il a ensuite expliqué que lorsqu'ils ont atteint le cimetière des dragons, le zombie dragon était déjà ressuscité. D'après Myriam, cela n'aurait pas dû être le cas. Gillan est surprise d'entendre cela de la bouche de Randall. Sa mission initiale était d'enquêter sur le dragon zombie et de revenir à la maison, mais voilà qu'il apprend que quelqu'un a peut-être manipulé la résurrection du dragon. Il regarde Randall et confirme que s'ils doivent utiliser la chose qu'ils ont ramenée, au terme de leur discussion, Gillan renvoie Randall dans la fête pour qu'il soit sous les feux de la rampe. Le lendemain, avant de partir, Randall et Myriam montrent à Gillan l'esprit du dragon zombie, qui est maintenant le familier de Randall. Il s'amuse à le regarder. Randall détourne à nouveau l'attention de Gillan vers lui, en déclarant qu'il a une information supplémentaire. Il a entendu un cri pendant son combat contre le dragon. Il pense que quelqu'un a été pris dans les tirs croisés et a été blessé. Gillan prend acte de leur rapport et leur annonce que le seigneur Cecilium souhaite les rencontrer. Cecilium est le comte frontalier, qui garde la partie sud-est du royaume. Ils sont tous curieux et excités de savoir pourquoi un homme d'une telle valeur souhaite les rencontrer. Gillan révèle que la quête du dragon zombie a été ordonnée par lui en premier lieu. Gillan lance alors un beau budget à Randall, qui l'attrape avec un sourire en coin. L'aventure est sur le point de commencer. Lorsqu'ils ouvrent le récipient, leurs yeux s'écarquillent de stupeur. À l'intérieur se trouvaient des pièces de monnaie, chacun valant plus de 100 pièces d'or. Le groupe est stupéfait par la valeur du trésor qui se trouve devant eux. Avec un sourire chaleureux, Gillan les a félicités pour leur exploit et leur a dit au revoir. Pendant ce temps, dans la forêt, un corps sans tête erre, incertain de sa destination.
le corps d'un chevalier lourd, Loig. Après avoir reçu une si belle compensation pour leur dur labeur, Randall et Myriam commencent à réfléchir à la manière de dépenser la richesse nouvellement acquise. Randall suggère que Myriam l'a utilisée pour reconstruire sa ville natale et retrouver ses parents, mais elle insiste pour qu'il l'utilise pour acheter de l'équipement et des outils de nécromancien, car il est le seul aventurier à ne pas en avoir dans toute la guilde. Randall propose qu'ils trouvent de quoi satisfaire leurs besoins respectifs. Pour Myriam, ils acceptent d'aller dans un donjon pour se ravitailler, en particulier le God-Slaying Dungeon. Pour s'y rendre, ils demandent aux dragons zombies de faire un tour. Ils partent tous les deux pour leur voyage, quand soudain Randall remarque quelque chose. Il regarde vers le bas et voit des marchands blessés et allongés sur le sol. Il suppose qu'ils ont besoin d'aide et saute du dos d'Earl en plein vol, suivi de Myriam peu après. Demande aux marchands blessés s'ils ont besoin d'aide, et ceux-ci l'appellent désespérément à l'aide. Il lui révèle qu'ils sont de rang B et qu'ils ont entamé une quête pour capturer le roi des gobelins. Randall comprend que les compétences des rangs B ne sont pas suffisantes pour combattre le roi des gobelins qui est un rang. Il se charge lui-même de la quête et leur conseille de poursuivre leur mission d'escorte. Ils l'avertissent qu'il ne peut pas affronter seul le roi des gobelins. Ils étaient loin de se douter que Randall n'était pas seul. Il sortit son cercueil de l'esprit mort et d'un coup, fit apparaître ses familiers qui laissèrent les rangs B stupéfaits. Randall appelle Earl et Myriam arrive avec lui, atterrissant avec un bruit sourd. Elle l'informe que le roi des gobelins aura une ou deux compétences supplémentaires. Il ordonne à Ray et Ace de reculer et se place devant le roi des gobelins aux côtés de Myriam, tandis qu'il pousse un rugissement de guerre. Il ordonne à ses familiers Ray et Ace de protéger les rangs B et utilise sa compétence White Inferno sur le roi des gobelins en libérant une lumière blanche aveuglante. En conséquence, il a acquis deux compétences principales, le charisme du roi, une croissance accélérée et la capacité d'adaptation, qui sont tous deux bénéfiques pour lui et ses familiers. Il se retourne vers les gradés B en leur demandant s'ils vont bien, mais ils sont trop stupéfaits pour parler. Ils sont complètement émerveillés par leurs compétences. Avec la défaite du roi des gobelins, Randall et Myriam ont gagné un nouveau respect de la part du président de la Midgard Firm. Il s'approche d'eux le cœur plein de gratitude, désireux d'exprimer ses remerciements pour l'acte héroïque qui lui a sauvé la vie. Randall et Myriam, nos héros, s'approchent de l'homme savant. Il les accueille chaleureusement et leur fait part de ses vastes connaissances sur leurs aventures passées. Il est impressionné par leur bravoure et leur habileté. Il leur remet un badge spécial d'appartenance à leur entreprise. Grâce à ce badge, ils auront accès à ses précieux services chaque fois qu'ils en auront besoin. Le président lui propose de l'accompagner au siège pour qu'il puisse les remercier officiellement. Randall et Myriam acceptent sa demande. Randall lui pose alors des questions sur les blessés, ce à quoi le président répond qu'on leur a distribué la potion très prisée de l'entreprise pour soigner leur guérison et qu'ils sont donc en pleine forme. Alors qu'ils discutent, le chef du parti interrompt leur discussion. Il se présente sous le nom d'Alan. Il remercie Randall d'avoir protégé leur peuple et de leur avoir permis de prendre la tête de leur parti commun. Randall refuse immédiatement l'offre car il pense qu'il n'est pas fait pour le rôle. Tout le monde dans la firme de Midgard semble savoir qui sont Randall et Myriam. En guise de service, Myriam envoie une énorme vague de chauves-souris qui guérit tous les types de blessures pour les personnes. Le dirigeant de l'entreprise, Alan, annonce que Randall est le chef de leur parti commun. Randall s'inquiète de ce poste, se demandant s'il doit vraiment être le chef d'un tel parti commun. Plus tard dans la nuit, ils sont invités à dîner à la ferme, où ils parlent de leurs aventures dans les quêtes. Alan mentionne que Randall doit être capable de gérer cet endroit lorsqu'il est interrogé à ce sujet. Il a parlé de sa quête dans le Phantom. Ces forêts où il s'est perdu et a été sauvé par l'esprit d'un enfant renard. Et il n'a pu survivre que parce que les parents des esprits ne l'ont pas considéré comme une menace. Selon lui, les parties de rang sont difficiles à gérer. Après le dîner, ils se rendent dans leur chambre pour se reposer, lorsque Randall commence à se remémorer le voyage qu'il a entrepris. Il ne peut s'empêcher de s'émerveiller de tout ce qu'il a accompli en quelques jours. Les nouvelles expériences, les visages inconnus et les territoires inexplorés qu'il a rencontrés témoignent de son esprit d'aventure. Alors qu'il est allongé, perdu dans ses pensées, il ne peut s'empêcher d'être reconnaissant pour le voyage qu'il a mené jusqu'ici. Myriam lui remonte le moral en lui donnant le crédit des compétences qui lui ont permis d'atteindre la position qu'il occupe aujourd'hui. Randall était plein de détermination lorsqu'il réfléchissait aux étapes qu'il avait franchies et aux résultats qu'il avait obtenus. Il savait que ces expériences lui serviraient de base solide pour ses projets futurs. Dans la ville d'Alid, Randall et son groupe sont assis dans le cabinet de Midgard, l'endroit le plus riche en ressources pour un aventurier. Le président de la firme les remercie une nouvelle fois de lui avoir sauvé la vie. Il demande ce qui les a fait passer par le même chemin qu'eux.
Randall lui répond qu'ils étaient en route pour récupérer leur matériel. Milam voit les bonbons et se laisse distraire par eux, tandis que le président leur offre un équipement complet de leur magasin en guise de remerciement. Randall est surpris mais hésite, car c'est une affaire importante pour lui. Le président le rassure, en lui disant que si lui et Milam utilisent leur équipement, cela leur sera bénéfique en termes de marketing et de publicité pour leurs produits. Randall est tenté par l'offre, mais il insiste tout de même pour payer l'équipement. Il sort le sac que Gillen lui a donné en guise de récompense et le pose sur le bureau. Il explique au président que ce sac contient des pièces d'or et d'arc-en-ciel de grande valeur. Le président assure Randall qu'il fera appel à ses artisans les plus compétents pour fabriquer leurs armes. Randall est ravi d'entendre cela, car il sait que les armes de Midgard sont de la plus haute qualité. Le président dit à Randall qu'il demandera à son artisan de leur fabriquer l'équipement d'origine avec la meilleure qualité possible. Randall se tourne vers Milam pour lui demander son avis. Mais elle est occupée à se gaver de sucreries. Le président la voit et lui offre des bonbons pour qu'elle les ramène chez elle. Préoccupé par les équipements Milam, il demande au président s'il est possible d'obtenir des équipements de classe sacrée que l'on trouve dans les donjons. Car ces types d'artefacts ont été fabriqués à l'origine par des démons et des dieux, et apparaissent occasionnellement dans les donjons. Le président répond qu'il a un artisan qui peut leur fournir des équipements du même niveau que les artefacts sacrés. Cette déclaration laisse Randall et Milam perplexes. Il précise que l'artisan est métis et qu'il possède la longévité d'un elfe et les compétences d'un nain. Randall lui dit qu'il pensait que les hauts elfes avaient disparu. S'ils ne peuvent pas se battre, ils auraient été capturés par les marchands s'ils n'étaient pas restés cachés. Le président regarde vers le bas avec un visage inquiet et révèle qu'il les protège. Et en retour, il lui fabrique des équipements. Les doutes de Randall sont alors plus clairs. Ils ont bien été capturés par les marchands, mais n'ont pas fini comme esclaves. Le président leur demande alors de lui donner des précisions afin qu'il puisse leur fournir les armes parfaites. Selon lui, Milam est un mage et Randall un dompteur. Randall l'interrompt et dissipe ce malentendu en lui disant qu'il est enregistré comme nécromancien. Le président n'a jamais entendu parler d'un nécromancien auparavant, et il n'est donc pas certain de ce qu'il veut dire. Randall convoquerait devant elle pour lui montrer ce qu'il veut dire. Le président est choqué, car un dompteur n'est certainement pas en mesure de faire cela. Randall a ajouté qu'en plus de Ray, il a aussi Ace, le Minotaure, et Earl, le dragon, qui sont ses familiers, et qui existent sous la forme d'esprits. Par curiosité, il demande à Randall si ces esprits nourrissent une quelconque haine à son égard, mais il n'en est pas certain. Milam leur explique qu'un nécromancien peut se faire obéir de tous ceux qu'il a tués, quelle que soit la cruauté avec laquelle il les a tués. Mais Randall ne s'est pas encore exercé à cela car il a un cœur pur, et c'est peut-être la raison pour laquelle ses familiers restent à ses côtés. Randall se souvient soudain qu'il a également besoin d'équipements pour ses familiers et demande au président s'il peut les obtenir. Le président lui adresse un sourire et l'assure qu'il fera de son mieux pour obtenir le produit dont il a besoin. Il leur demande ensuite à nouveau s'ils ont besoin d'autre chose. Milam intervient et lui demande rapidement de leur fournir des informations sur les nécromanciens et les descendants des vampires, et de les informer en cas d'événements improbables. Elle claque des doigts et une chauve-souris apparaît. Elle la lui laisse et lui dit d'informer la chauve-souris de toutes mes aventures et qu'elle nous la transmettra. Le président est d'accord. Avant de prendre congé, il leur dit de visiter le magasin et de prendre les outils dont ils pourraient avoir besoin pour leurs aventures, car ils sont prêts à leur fournir tout ce dont ils ont besoin. Randall et Milam acceptent avec enthousiasme l'offre et se dirigent vers le magasin pour se réapprovisionner. En traversant le magasin, Randall n'a pas pu s'empêcher de sentir que tous les regards étaient braqués sur lui, qu'il attirait l'attention des gens du magasin qui ne l'avaient jamais vu auparavant. Il tente de se changer les idées et discute avec Milam de ce qu'il va acheter, quand soudain leur attention est détournée vers une voix grossière et méchante. C'est le baron Grimm. Il fait face à la réceptionniste et se plaint d'accepter des aventuriers crasseux de bas étage dans le magasin, alors qu'ils ne devraient être accessibles qu'aux personnes de bonne réputation. Il désigne Randall et lui demande pourquoi il a transporté les bagages des héros dans ce magasin. Il l'accuse d'être à l'origine de la chute de son ancien parti. Milam, qui se tient à côté de Randall, attire son attention. Il se penche sur elle et loue sa beauté, et lui propose de venir avec lui en échange d'une nuit chez lui. Avec un visage sévère, Milam l'insulte en le traitant de porc. Ce qui fait perdre la tête au baron qui devient furieux et lui crie dessus en la menaçant de son pouvoir et de son statut. Le président retourne au magasin pour découvrir la foule et le chaos provoqué par le baron. Grimm remarque le président et commence rapidement à prendre des airs hautains en lui disant qu'il s'est occupé des aventuriers dégoûtants et qu'il leur a donné un avertissement. Le président est furieux et lui demande s'il les a ridiculisés devant tout le magasin. Le baron est confus et tente de se défendre. Le président lui fait part de leur statut et lui dit qu'ils lui ont sauvé la vie. Grimm se rend compte qu'il est dans le pétrin.
Il tente d'arranger les choses en laissant entendre qu'il s'agit de partenaires commerciaux et qu'il ne devrait pas les comparer à ceux qui lui ont sauvé la vie une fois, parce que l'entreprise lui sera encore utile à l'avenir. Après avoir écouté cela, le président déclare calmement que leur partenariat s'arrête là. Il explique en outre qu'il n'a pas besoin de comparer quelqu'un qui vit de l'argent de son père à quelqu'un qui possède un rang aussi élevé. Le baron se sent profondément insulté. Il le menace de ses liens avec Lord Cecilum et qu'il regrettera ce qu'il a fait. Mais le commerçant reste ferme dans sa décision et lui fait quitter son magasin. Le président s'excuse auprès de l'ensemble du magasin et leur accorde une réduction pour compenser ce désagrément. Il s'excuse également auprès de Randall et Milam d'avoir eu à subir tout cela. Plus tard, Randall et Milam se promènent sur le marché. L'attention de Milam est attirée par le colporteur de rue, qui vend des pommes d'amour. Elle va en essayer un et finit par en acheter 10. Randall la regarde avec inquiétude. Il lui dit de ne pas trop manger, sinon elle va prendre du poids. Pour sa défense, elle dit qu'elle utilise sa compétence, l'amélioration de l'alimentation. Randall voit maintenant qu'elle se sent à l'aise avec les humains et lui demande si elle a encore peur. Elle répond que c'est à cause de lui et change rapidement de sujet. Randall ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux et satisfait après l'avoir regardé. Pendant ce temps, l'ancien groupe de Randall arrive pour rencontrer Mirilo, le célèbre chasseur de vampires. Mirilo se tient de l'autre côté de la pièce, le dos tourné au lot venu à sa rencontre. Avec un sourire de seigle, Mirilo s'adresse à Mail. Mail la salue, et soudain elle se rapproche d'elle et exprime son excitation après avoir su qu'ils avaient besoin d'une faveur de sa part. En la voyant de si près, Fado recule. Elle le remarque et raille la guilde pour avoir fait de quelqu'un comme lui le chef du groupe. Mail offre à Mirilo la tête de Dullahan. Mirilo semble satisfaite du souvenir qu'elle a reçu quand soudain Kella s'écrie que ce n'est pas la tête de Dullahan, mais celle de Lloyd. Mirilo lui lança un regard noir qui fit s'étouffer Kella, incapable de respirer. Fado demande à Mirilo d'arrêter et elle la relâche. Kella interroge Mail sur Lloyd. Elle a enterré le corps de Lloyd. Mail révèle qu'elle a menti. Elle a utilisé la tête de Lloyd pour que l'ordre des chevaliers ne puisse pas les suivre à la trace grâce à la magie. Mais Fado leur dit qu'ils ne peuvent pas les fuir éternellement. Mail se tourne vers Mirilo et lui dit que l'ordre des chevaliers l'écoutera puisqu'elle est la présidente de l'association de magie. Mail tente de négocier avec Mirilo, mais cette dernière la coupe au milieu de sa phrase et accepte de les aider car elle semble savoir ce que Mail pourrait lui offrir en échange. Fado ne semble pas comprendre ce qui se passe et demande des explications. Mirilo ne s'explique pas et l'insulte au contraire en lui reprochant d'être faible dans sa tête. Elle se tourne à nouveau vers Mail et lui demande s'il est déjà devenu un Dullahan. Elle tient la tête de Lloyd. Mail répond qu'elle ne sait pas. Elle regarde attentivement la tête et l'examine. Elle ne semble pas se décomposer et ne présente aucun signe de traitement particulier. Elle s'apprête à dire quelque chose. Mais Mail l'interrompt et lui assure qu'elle lui apportera un autre souvenir. Tentée par l'offre, elle accepte de les aider et de décider pour eux afin qu'ils n'aient pas à se cacher. Elle leur demande s'ils veulent autre chose pour les aider à obtenir le deuxième souvenir. Fado rappelle à Mail qu'il doit se préparer à affronter un vampire et un monstre. Mirilo halète d'excitation en pensant à son prochain souvenir. Mail lui explique qu'il est un ancien dompteur, qui pourrait même être plus fort que le vampire, qui ne peut être vaincu par des moyens normaux. Le visage de Fado est vidé de ses couleurs. Il est en état de choc après avoir entendu cela et n'arrive pas à l'accepter. Mail explique ensuite que c'est la raison pour laquelle il a pu transformer Lloyd en un monstre comme lui. Avec la quantité d'asthme qu'il a, il se transformera sans doute en un monstre pas comme les autres. Toute cette discussion a rendu Mirilo encore plus tentée, et elle est prête à arrêter complètement tous ceux qui pourraient essayer de les arrêter aussi, s'ils peuvent ramener l'un d'entre eux en vie. Elle fera d'eux les héros de la fête. Cette offre va au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Fado pense à redevenir le héros grâce à son pouvoir. Il veut désespérément accepter l'offre. Mirilo semble lire dans ses pensées, et le rassure en lui disant qu'elle a suffisamment de pouvoir pour le faire. Et Mail est d'accord. Fado accepte immédiatement l'offre. Uella pense que Randall est devenu fou à cause du vampire, et c'est pourquoi ils attraperont le vampire vivant. Mirilo n'arrive pas à croire ce qu'elle vient de dire, et demande à Mail de la ramener à la raison. D'autre part, Randall et Milam arrivent au manoir des Margraves pour rendre visite à Lord Cecilum, mais au lieu d'être des invités, ils sont perçus comme des intrus. Les chevaliers entourent Milam et Randall et leur demandent de révéler leur identité. Randall est alarmé. Il se présente et leur dit qu'ils ont rendez-vous avec Lord Cecilum. En entendant cela, les chevaliers s'écartent immédiatement de leur chemin et s'excusent de ne pas avoir pu les reconnaître. Ils les emmènent à la rencontre du seigneur Cecilum, qui les accueille et se présente officiellement. Il leur est reconnaissant d'avoir éliminé le dragon et d'avoir apaisé ses inquiétudes. Il leur demande s'ils ont reçu l'argent de la récompense qu'il a laissée et s'ils veulent quelque chose d'autre comme récompense puisque
Selon lui, l'argent n'était pas suffisant. Il leur offre un titre, un manoir et sa fille, mais il se rend soudain compte qu'elle n'est pas encore majeure et mentionne qu'il veut que quelqu'un comme Randall lui tienne la main. Cette discussion met Randall mal à l'aise et il change rapidement de sujet. Il l'interroge sur le rang du titre qu'il peut donner. Le lord lui répond qu'il peut très facilement donner le titre de vicomte à qui il veut. Milam regarde Randall avec enthousiasme, mais ce dernier n'est toujours pas sûr de lui. Le seigneur les interroge à nouveau sur le fait d'avoir une maison. Il leur explique où se trouve le manoir. Ce manoir se trouve sur le terrain qui appartient à leur branche familiale, mais il est désormais vide. Randall commence à y penser et à penser à Earl. Cette année-là, il pourra se déplacer librement. Il se dit que ce n'est pas une mauvaise affaire, mais il ne peut s'empêcher de penser à la raison pour laquelle il leur offre si facilement un manoir. Il demande à Lord Cecilum ce qu'il en est du piège. Il leur dit qu'il y a beaucoup de morts-vivants dans cet endroit. Par morts-vivants, il entend les zombies et les squelettes de rang inférieur. En échange d'un manoir, ils n'auront qu'à faire du nettoyage léger et de l'exorcisme. Pour Randall, éliminer des zombies et des squelettes n'est pas grand-chose. Il accepte l'offre. Lord Cecilum ajoute qu'il y a un outil magique dans le manoir qui leur permettra d'entrer facilement en contact avec le manoir du Lord. Milam dit à Randall que le Seigneur a pris une certaine affection pour lui, et c'est pourquoi il a voulu établir un lien avec lui, ce qu'il a fait en offrant à sa fille un titre et un manoir. Le Seigneur ne le nie pas. Il leur dit qu'il se réjouit de travailler avec eux. Plus tard, il demande à Randall s'il peut lui faire une démonstration de sa force. Par curiosité, leur discussion est interrompue par l'arrivée de la deuxième nuit de l'Ordre Isle. Le Seigneur les présente l'un à l'autre, mais Randall se sent mal à l'aise face à son regard. Le Seigneur continue, et leur dit qu'il veut qu'ils forment l'Ordre des Chevaliers, et, en guise de récompense, il leur offrira une bouteille de vin précieux et des friandises, qui, il en est sûr, plairont à Milam. En entendant cela, Milam accepte rapidement l'offre. Après avoir vu son offre acceptée, il sourit, ravi. Randall en vient à penser qu'il voulait que nous acceptions l'offre, et qu'il s'est assuré que nous le fassions en offrant des choses que Milam aime. Mais il n'y pense plus. Il veut juste passer son temps en paix. Plus tard dans la journée, le Seigneur les emmène à la rencontre de ses chevaliers. Randall et Milam sont surpris de voir autant de personnes s'entraîner dans une armée privée. Lord Cecilum leur explique qu'il a créé l'armée pour éliminer le dragon. Il mentionne également qu'Isle ainsi que d'autres classes d'élite peuvent affronter les autres aventuriers d'Arank en combat singulier, et qu'il demande parfois aux aventuriers qui lui rendent visite d'engager un combat avec eux. Randall suppose que c'est la raison pour laquelle Isle le regarde avec insistance, car ils pourraient penser que nous avons pris leur travail. Mais le Seigneur leur assure que ce n'est pas comme ça. Il les présente tous deux comme un groupe de rang S de l'armée et leur demande de montrer leur entraînement. Randall commence à penser qu'il ne suffit pas d'être présenté comme un joueur de rang S, car il peut rivaliser avec des joueurs de rang A. Ils doivent penser qu'ils sont de bas niveau. Avant que Randall n'ait pu finir de réfléchir à ce qu'il fallait faire pour leur faire prendre conscience de leur véritable force, Milam demande à l'armée combien elle devrait rembourser. Les chevaliers s'en irritent. Le Seigneur Cecilum leur a dit d'utiliser toute leur force, mais de veiller à ne pas mourir. Randall convoque Ace, Ray et Earl. Après les avoir vus, l'armée est stupéfaite de constater qu'ils sont tous des familiers de rang S et commence à faire des suppositions sur la force que possède Randall. Milam annonce qu'ils vont se battre en 1 contre 1. Randall la regarde d'un air confus et lui demande si elle a l'intention de les prendre tous. Le Seigneur mentionne que tous ne sont pas obligés de participer. Ils peuvent décider s'ils veulent se battre ou non. Groix, commandant du premier ordre de chevaliers, s'avance et souhaite combattre avec Randall. Randall le regarde un peu effrayé et se tourne vers Milam pour l'informer. Mais il semble qu'elle ait déjà trouvé son adversaire. C'est Flood, commandant du second ordre des chevaliers. Milam est confus et s'interroge sur le nombre d'ordres qu'il commence à expliquer. Qu'ils ont 2 ordres de chevaliers stationnés en permanence et 5 commandants qui se déplacent en cas d'urgence, et avant qu'ils n'aient pu terminer. Elle ajoute que cela signifie qu'ils ne sont pas les plus forts. Flood se sent un peu offensé mais lui assure qu'il n'est pas si faible non plus. Randall surprend leur discussion et conclut que leurs adversaires sont les commandants l'un de l'autre. Il sait qu'il doit leur montrer qu'ils possèdent de grandes compétences et capacités qu'ils ont utilisées pour éliminer le dragon et gagner le respect du Seigneur depuis l'origine. Ils étaient censés faire le travail. Il détourne son attention sur le combat et le Seigneur le commence. Randall n'arrivait pas à croire que Groix avait parcouru une si grande distance en un seul pas. Il donna un coup d'épée à Randall, et pour se défendre, Randall brandit l'épée qu'il a empruntée à Milam et se bat. Groix est étonné de voir Randall accepter son attaque. Il ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse. Randall se tient à nouveau devant lui, perdu dans ses pensées, analysant la force de Groix. Il en vient à penser qu'il possède une grande force.
même dans un rang où l'aventurier ne peut l'emmener. C'est grâce à ses compétences qu'il peut se défendre aussi bien. Parmi les compétences qu'il possède, il n'a pu dépasser la force surhumaine qu'en se battant avec Lloyd. Il reconnaît que les compétences de Lloyd étaient excellentes. Son flot de pensée est interrompu par Groix qui se moque de lui parce qu'il pense pendant le match. Randall saute et l'attaque immédiatement en disant qu'il le sous-estime. Une fois de plus, il se tient devant lui et réfléchit à la façon de terminer ce match, de manière à ne pas y laisser sa peau. Car sans Ray et Ace, il ne peut pas gagner ce match avec ses compétences de débutant, et celles qu'il possède sont trop fortes. À ce moment-là, Groix est extrêmement agacé par Randall, qui n'a pas fait le premier pas. Il se lance à corps perdu, et utilise son mouvement de mort sur Randall.